La semaine vous a paru longue, très longue, presque trop longue. Tout ça est maintenant chose du passé. Au cours des prochaines heures, installez-vous confortablement dans votre fauteuil préféré et permettez-vous du rêve ou de préparer votre prochaine escapade. Laissez Guy Martin vous amener sous le signe de Simplement plein air. Des chroniques, des interviews passionnantes par des gens passionnés qui vous amèneront loin du quotidien. Voici votre hôte, Guy Martin. J'aime regarder les gens réussir, peu importe leur passion. Si vous chassez, j'espère que vous prenez l'animal que vous aimez avec ce que vous aimez chasser. Qu'il s'agisse d'un arc, d'un fusil ou d'une carabine. Si vous pêchez, j'espère que vous attrapez le plus gros poisson sur la rivière avec une mouche ou avec un verre. Peu importe votre activité plein air, c'est formidable de voir les gens réussir. Ça me rend heureux. C'est pourquoi nous travaillons si fort chez Simplement plein air. Simplement plein air, c'est pour les amants de plein air. Assoyez-vous confortablement à la Simplement plein air et bonne émission. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Pour personnaliser les vêtements de votre entreprise ou vos vêtements, un seul endroit, Mignot Transfert. 63 Perrault Est à Rouyn-Noranda au 819-797-3232 ou www.mignot-transfert.ca. Chez Mignot Transfert, votre image nous tient à cœur. Cet automne, question d'être bien équipé et de ne rien manquer pour la prochaine saison de petit gibier, le gros gibier ou la sauvagine? Un seul endroit, Pro Nature Rouyn-Noranda. 59 avenue principale Rouyn-Noranda au 819-797-2300. Groovy Yurts. Pour des installations allant de 2,5 à 6 mètres et plus, rejoignez Carmen au 289-241-4475 ou au www.yurt.ca. Vous souhaitez le succès lors de votre prochaine excursion de chasse? Monsieur Bouffe innove. Cet automne, procurez-vous les leurres olfactifs et gustatifs Tire-Bock. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda au 819-797-2564. Le pub Noranda. Venez essayer notre fameux hamburger l'Abitibien avec sa confiture de bacon maison, nos nombreuses créations de slush alcoolisé et notre terrasse ensoleillée de 11h jusqu'au coucher du soleil. 819-797-6000. Bonjour et bienvenue chez Simplement plein air, votre émission plein air hebdomadaire. Que vous soyez maintenant d'un peu partout au Québec, c'est notre rendez-vous. C'est votre rendez-vous, que ce soit radio, balado, diffusion ou justement la vidéo. On est avec vous à chaque semaine et notre ami Yves nous réserve de belles entrevues cette semaine. Pourquoi est-ce que tu nous en parlerais pas un petit peu, Yves? Tout d'abord, merci. Bonjour Guy, bonjour à vous. Oui, on a une belle émission cette semaine, mon cher Guy. On a 3 entrevues. Pendant cette première heure, on va recevoir Roger Larivière. Le gars est une sommité pour ce qui est de... C'est un botaniste. C'est également un gars qui connaît les champignons. C'est un mycologue. C'est un enseignant qui est retraité. Il est très, très à l'aise pour ce qui est de transmettre sa passion parce que oui, c'est de la passion. En deuxième heure, on va avoir
Écoute, c'est la référence lorsqu'on parle de sécurité nautique au Québec. C'est M. Reynald Hawkins de la Société de sauvetage du Québec. On va parler d'une foule de choses, mais rappelons-nous ce concept-là. On n'est jamais trop prudent lorsqu'il est question de loisirs sur les plans d'eau. D'ailleurs, on a eu l'occasion d'échanger à micro fermé. Et c'est pas vraiment une anecdote qui est arrivée, mais toi, il t'est arrivé de mes aventures avec les fameux pantalons. Oui, les bottes à l'envers. Les bottes à l'envers, là. Ouais. Donc, c'est ça. Et malheureusement, ce qui arrive souvent, c'est que lorsqu'il y a des noyades, des pertes de vie, ce sont des choses qui auraient quand même facilement pu être évitées. Oui, donc, effectivement. bien souvent, là, mieux vaut prévenir que guérir. En troisième heure, là, il ne faut pas manquer ça, mon cher Guy. On va recevoir nul autre que Mme Corinne Gariepi. C'est une passionnée de chasse, de pêche. Mais ce qui est beau dans le cas de Mme Gariepi, c'est qu'elle a mis sur pied Elle Chasse. Donc, c'est quelque chose qui permet, mesdames, de pouvoir faire en sorte de vous attirer vers la chasse. C'est fait par des filles, pour des filles. Et messieurs, là, je vous mets tout de suite au défi, là, écoutez cette entrevue-là. C'est la première de deux entrevues. Et je pense, Guy, qu'on a eu énormément de plaisir à écouter ça, là, cette entrevue-là. Oui, et d'autant plus, on l'avait déjà eu sur Simplement Plein Air, il y a de ça, au printemps, là, avant que ça se passe. Et puis, ça s'est passé cette année chez M. Serge Daprat, le pourvoirie du Lac-Souzy. Exactement. Très belle activité, une chasse à l'ours, une initiation. Écoutez, c'est vraiment un programme bien fait. C'est un programme de mentorat complet. Là. Ça a été le coup de l'élastique, comme on nous a dit, parce que ça a été là, vraiment sur les dernières heures disponibles pour ce de chasser. Pour tuer, mais il y a eu tellement de beaux mentorats là-dessus, d'apprendre à tirer, d'apprendre à manipuler son arme à feu. C'est complet. Les chiens de sang et tout. Là. Vraiment, on aura aussi les capsules Simplement Plein Air. C'est des capsules de 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes. Et ce qu'on y aborde dans ces capsules-là, ce sont des thèmes qu'on rencontre très souvent lorsqu'on pratique une activité de plein air. Vous avez des activités, vous avez des conseils, mais il y a aussi de l'actualité Simplement Plein Air. Donc, c'est toujours sur le même principe. Ça, c'est ma portion. Mais toi aussi, mon cher Guy, ta portion, là, juste avant qu'on quitte là, je voulais juste mentionner, pour ce qui est des capsules, justement, les capsules nous font rêver, parce qu'ils nous transportent. En 2 minutes, là, ils nous transportent complètement dans des endroits que peut-être qu'on ne connaîtrait pas au Québec. Là. C'est ça, Simplement Plein Air, ça le dit. C'est du rêve, de l'évasion, à partir de votre fauteuil, de votre salon. Et je sais que tu as fait une très belle réalisation également avec la balado-diffusion. Oui, la balado-diffusion, c'est une chose qui nous tenait à cœur depuis longtemps chez Simplement Plein Air. Et puis là, c'est là pour vous. Les gens qui aiment nous écouter naturellement, quand vous écoutez ce que l'on voit présentement, vous n'avez pas de musique. Balado-diffusion, c'est un peu l'émission radio hebdomadaire qui est agrémentée de musique, naturellement sans commercial, et puis que vous pouvez transporter où vous voulez. À compter de cette semaine, on va être sur iTunes aussi, mais vous pouvez nous joindre chez Balado Québec. Balado Québec est un bel organisme. Écoutez, ça ne coûte absolument rien. Là. Moi, j'encourage les gens d'aller devenir, si on veut, membre de la balado-diffusion Balado Québec. Vous allez voir, c'est bien fait. Il y a beaucoup de balado-diffusion là-dessus. Important, écoutez, c'est d'entendre Simplement Plein Air. Vous voyagez, peu importe, vous pouvez télécharger la balado-diffusion et l'amener n'importe où avec vous. Là. La chasse s'en vient. Là, on est assis dans notre tree stand d'une oreille, on écoute Simplement Plein Air. Non, faites pas ça. C'est pas la meilleure des choses à faire. C'est pas la meilleure chose, non. Mais là, tu m'as ouvert une porte, mon cher Guy, parce que tu parles d'apporter ça sur son estrade, sur sa plateforme. On va avoir aussi à un moment donné M. Alain Cossette, le directeur général de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, et lui va nous parler d'une toute nouvelle application. C'est un scoop que je vous donne, là. Une nouvelle application
qui va servir beaucoup plus qu'on pense. C'est ça, Mais elle est déjà là, hein? Elle est déjà disponible. Tu l'as déjà disponible. C'est ça, vraiment le wow-wow. Ben, vous savez, hein, Guy n'a pas pu faire autrement, il n'a pas pu s'empêcher de venir la chercher. Hein. Donc, on va s'en parler là, dans une entrevue future. Oui, non, c'est vraiment intéressant. Puis, pas pis, là, mais je crois, hein? Pi, bon, c'est correct. C'est simplement plein Deux air portes à après tout, côté. hein? Écoutez, je crois que c'est une application qu'on devrait tous avoir. Et puis, je peux en donner, là, écoutez, si ça vous tente d'aller le télécharger, comme moi je l'ai fait, là, c'est Zone Chasse. Vous allez voir, là, c'est une belle empreinte d'ours, là. Et vous allez la voir, là, regardez dans le haut, dans le coin, là, c'est là, pour les gens de la radio, naturellement, Zone Chasse. Et vous allez voir, c'est vraiment plaisant. Il y a de l'information là-dessus, comme ça se peut pas. Et moi, je vous encourage d'y aller. Je suis pas payé pour cette publicité-là. Là. Hein, je le fais par amour, écoutez, puis et aussi par besoin. Donc, oui, et aussi, ne manquez pas sur notre site internet, simplementpleinair-simplyoutdoors.ca. On va commencer à avoir de l'exclusivité là-dessus que vous ne verrez pas à la radio. Voir à la radio. Hi, on n'est pas rendu là. Hein? Que vous n'entendrez pas à la radio, ni en balado-diffusion, ni sur nos vidéos. Donc, oui, il va y avoir de l'exclusivité. Allez-y, ça en vaut la peine. Simplement plein-air-simply outdoors. Aussi, on a en commercial Simplement plein air, qui est notre page Facebook. Allez-y, allez faire un tour. Ça vaut le détour, comme on dit. Penses-tu qu'on a fait le tour, Yves? On a-tu fait ça? Rapidement, le tour a été fait, le tour de la situation, mais pas le tour de l'émission. Et pour savoir justement comment ça va être le tour de l'émission, entre vous et moi, il n'y a pas 56 solutions. Restez là sur Simplement plein air. Et asseyez-vous confortablement à la Simplement plein air et on vous dit bonne émission. Bonne émission. Cette portion de l'émission vous est présentée par le pub Noranda. Venez essayer notre fameux hamburger l'Abitibien avec sa confiture de bacon maison, nos nombreuses créations de slush alcoolisé et notre terrasse ensoleillée de 11h jusqu'au coucher du soleil. 819-797-6000. Bonjour chers auditeurs, mon nom est Nancy Promartin pour la chronique Simplement Bouffe. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Cette semaine, je reste dans la même thématique que les 2 dernières semaines, alors se nourrir en forêt ou pendant une randonnée ou à la chasse. Quand on part en camping, en randonnée ou à la chasse, ce n'est pas la première chose qu'on pense. Mais pourtant, c'est crucial se nourrir et bien manger l'est aussi. Au lieu d'apporter des ramen, du gruyot ou de la bouffe déshydratée, un bon repas devient une source de motivation pour terminer les quelques kilomètres qu'il nous reste à faire ou débuter une chasse fine quand on a une quarantaine de kilomètres à faire. Prévoir sa propre nourriture et la préparer soi-même, surtout sur un feu à l'extérieur ou un réchaud adapté. C'est très réconfortant, surtout quand on a plusieurs jours devant nous. Avant de partir du campement, prendre un bon déjeuner est important. Voici ma recette de la semaine pour ceux qui passent plusieurs jours en forêt en laissant le tout au camp de base. Je dis ça parce qu'il y en a plusieurs comme moi, par exemple, qui n'aiment pas ça trop traîner d'affaires parce que ça vient lourd à un moment donné. Quand on a plusieurs kilomètres à faire, on a chaud. Alors, vu qu'on reste plusieurs jours en forêt puis qu'on vient sur nos pas, alors on laisse le tout au campement. Alors, je vous donne le tout à préparer chez soi avant de partir. Des œufs en quantité suffisante dans un plat hermétique. Si vous désirez faire cuire le bacon et les mettre dans un sac sous vide, ou si vous ne voulez pas de bacon, il y a de la saucisse, des haricots. Vous mettez tout ce que vous voulez, c'est à votre goût, c'est votre déjeuner. Pré-cuire des patates en quantité suffisante et les mettre dans un sac sous vide. Du café instantané ou du café moulu dans un sachet sous vide en quantité suffisante, des tranches de pain en quantité suffisante et des fruits séchés et du gruyot si vous désirez. Apportez-vous de l'eau en quantité suffisante et du beurre, vos ustensiles de cuisson pour la forêt ainsi que couteaux et fourchettes.
Quand je veux dire en quantité suffisante, c'est assez pour la durée de votre séjour en forêt. Prévoir le tout vraiment d'avance pour pas rien manquer. Le matin, on se lève, on allume le feu, mettre une noix de beurre dans la gamelle exprès pour le feu et laisser fondre. Ajoutez les œufs, les patates, le bacon ou les haricots, qu'est-ce que vous avez choisi pour votre déjeuner. Brassez le tout jusqu'à ce que ça devienne doré. Mettre de l'eau dans la bouilloire pour le camping et mettre sur le feu et faire bouillir. Ajoutez l'eau à votre gruau ainsi que les fruits secs et laissez reposer quelques minutes. Faire votre café préféré et déguster votre déjeuner assis à l'extérieur de votre campement et relaxé. Quel beau moment pour se connecter avec la nature en savourant un bon déjeuner. Sur ce, je vous souhaite bon appétit. J'espère que vous avez aimé ma chronique, la recette. Si vous avez des idées ou des questions, des commentaires concernant cette recette, veuillez me faire parvenir un courriel à bouffe@simplementpleinair-simplyorders.ca ou en allant sur la page Facebook de Simplement Plein Air, en cliquant sur Messages et en indiquant la recette que vous avez écoutée, ainsi que vos commentaires et suggestions, et il me fera plaisir d'y répondre et de prendre vos commentaires en considération. Vous désirez participer à l'émission? Pas de problème. Il suffit de me faire parvenir un courriel à bouffe@simplementpleinair-simplyorders.ca ou en allant sur la page Facebook, comme je vous ai mentionné. Et par la suite, nous allons partager ensemble votre recette en ondes et votre recette se retrouvera dans le volume 2 de Simplement Bouffe. Vous n'avez pas encore votre premier exemplaire, il suffit d'en faire la demande, soit par le courriel que je vous ai mentionné ou notre page Facebook, en indiquant que vous désirez un livre de recettes et combien, et par la suite, nous rentrerons en contact avec vous pour la suite et pour la livraison. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Alors, je vous souhaite une belle semaine et à la prochaine! Cette portion de l'émission vous est présentée par... Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Et nous sommes de retour en studio avec notre ami du Lac-Ontario, M. François Blouin. Salut François. Salut Guy, ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoute, cette semaine, tu as tout un sujet pour nous, là, et c'est un sujet de la stratégie de fin de saison sur le Lac-Ontario. On le sait que ça approche, donc, c'est d'appoint, hein? Oui, bien effectivement, écoute, je sais que la longue fin de semaine de la fête du travail approche. Il y a probablement des gens qui vont vouloir aller avec leur embarcation. Puis écoute, là, on est dans une stratégie de fin de saison. Fait que je pense que ça serait approprié d'en parler un peu, là. Question d'aiguiller le monde un peu. Oui, parce que ça s'en vient à grands pas, hein? On est pratiquement là, septembre est en train de cogner à nos portes. Oui, justement, je regardais hier sur la route, là, puis les feuillus commencent à avoir une tendance de changement de couleur, là, fait que ça annonce la fin de la saison pour moi, mais il y en a plusieurs qui continuent à pêcher là, sur le lac Ontario. Là. Moins des guides, plus des gens qui vont là de fin de semaine. Là, mais, fait que, écoute, pour ce qui est des stratégies de fin de saison sur le lac Ontario, écoute, souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est un petit peu au départ la biologie des saumons. Comme j'ai souvent dit, ces saumons-là, les espèces qu'on pêche principalement, le coho puis le chinook, c'est des saumons du Pacifique qui ont été ensemencés dans le lac Ontario il y a plusieurs années, puis ils continuent l'ensemencement aussi. Ces saumons-là, en grosse majorité, vont frayer à l'âge de 3 ans et demi, puis ils meurent après la fraie. Fait qu'à ce temps-ci, puis la fraie se fait à l'automne. Fait que là, à ce temps-ci, ce qui arrive, c'est que les sujets matures sexuellement, autour de 3 ans et demi, vont commencer à quitter leur zone de confort des températures d'eau pour
tolérer les températures un peu plus chaudes pour il commence à se rassembler à l'embouchure des rivières, là. Puis dans l'eau si peu creux que dans le 60-70 pieds de profond. C'est sûr que quand le matin, on fait une passe dans le pas creux de même, on fait ce qu'on appelle le râteau, là, dans le sens où on descend le downrigger à peu près 5 à 6 pieds plus haut que le fond. Puis comme le fond est assez stable pas mal partout au lac Ontario, là, il n'y a pas des grosses structures, etc., comme on peut retrouver dans plusieurs lacs adorés au Québec, là. Fait que c'est relativement simple de s'en aller parallèle à la rive, parallèle au bord, puis d'avoir sensiblement la bonne profondeur. C'est sûr qu'il faut être attentif à ça là, quand même, parce qu'il y a quand même pas des hauts fonds, mais des petits renflements de fond à quelques endroits. Mais quand on connaît le lac un peu, on sait où est-ce qu'ils sont là, dans des zones peu profondes. Fait que la stratégie au départ, c'est ça. Bon, écoute, on part au premier lueur le matin comme toute la saison. Puis là, ben moi, en étant à Newcastle, je sais qu'il y a une rivière à Newcastle qui a du saumon qui monte. Entre Newcastle puis Port Darlington, qui est à Bowmanville, il y a le Wilmot Creek, qui est un autre ruisseau où est-ce que le saumon monte. Puis il y a la rivière à Bowmanville, là, à Port Darlington, qui a du saumon qui monte aussi. Fait que c'est pas compliqué, là, on est dans une belle poche où est-ce que ça monte frayé. Fait que le matin, c'est pas compliqué. Entre 70 et 90 pieds de profond, j'arrête le bateau, je me donne un cap vers l'ouest, vers Bowmanville, parallèle au bord, puis je commence à descendre mes lignes. Première ligne que je descends, c'est mon downrigger le plus creux, que je vais mettre à ce temps-ci de l'année, là, je mets un attracteur, là, un Spin Doctor, comme j'ai déjà parlé, noir avec un sticker de l'eau, puis une belle mouche blanche en arrière, entre 24 et 30 pouces en arrière de ça. Puis ça, je fais le râteau avec ce downrigger-là. Là. Je frôle le fond. C'est pas mal, c'est payant. C'est payant sur celui-là. Sur l'autre downrigger, je vais le descendre, je vais le mettre 10 à 15 pieds plus haut pour quand je commence le matin. Puis je vais faire ce qu'on appelle, je vais y mettre une cuillère après le downrigger, une belle cuillère noire avec un sticker de l'eau blanc qui est clair dans le noir, là, comme on dit qui est de l'eau. Puis elle a des picots multicolores dessus, là. Puis on va faire ce qu'on appelle, écoute, le terme français, ça serait de l'empilement. Là, nous autres, on dit qu'on stack. En fait, c'est une pince qu'on agrippe 30 pieds puis 25 pieds plus haut. Moi, je le mets 25 pieds plus haut. Là, on peut le mettre à n'importe quelle hauteur, mais après le cadre du downrigger, fait que ça nous permet de mettre une deuxième ligne après notre downrigger. Fait que je vais avoir ma ligne, mon premier downrigger qui frôle le fond, à peu près 15 à 20 pieds plus haut, ma première ligne, puis ma 25 pieds plus haut. Sur le même downrigger, je vais avoir une autre ligne avec une cuillère similaire à celle d'en bas. Juste pour guider les gens un petit peu, là, la distance entre le downrigger et mon leurre. Sur mon leurre le plus creux, je mets autour de 55 pieds. Mon leurre le moins creux, qui se trouve être ma cuillère, je vais mettre un 45 pieds. Puis ma deuxième cuillère sur le même downrigger, elle, je vais mettre 25 pieds. Tout ça, ça a pour but d'éviter de se mêler, puis que les leurres travaillent bien, il y ait une belle action. Puis là, après ça, on va sortir les plaques de plongée juste un peu plus haut, etc., avec soit des attracteurs avec une mouche ou des cuillères. Mais l'idée, c'est vraiment de faire une passe, là, je passe souvent là, dans le 70 pieds, je vais me donner un cap, là, pas tout à fait parallèle au bord, je vais m'en aller puis je vais gagner de la profondeur. Puis à mesure qu'on gagne de la profondeur, ben, je descends mes downriggers, je redescends mes lignes. Je fais vraiment ce qu'on appelle, comme je disais tantôt, là, la technique du râteau. Là. On frôle le fond. Aller jusque dans le 150 pieds, à peu près, je fais ça. Puis là, quand j'ai gagné mon 150 pieds, ben le downrigger le plus bas, je le laisse à 150 pieds. L'autre, je le mets 110. Puis j'ai ma deuxième ligne qui est 30 pieds plus haut à 80, mes dépiscis à différentes hauteurs. Si les conditions me permettent, je peux sortir les lignes plombées sur les dériveurs. Fait que, en gros, ce que ça fait, c'est sûr qu'au bord, à l'entrée à l'embouchure des rivières, ça va être du saumon, nous autres on appelle ça du gros brun, là. C'est du saumon mature, etc. Mais c'est ainsi l'année, la morphologie a commencé à changer. Ils ont commencé un petit peu à venir plus foncé, devenir brun. La chair est-elle comestible? Oui, absolument. Par contre, elle est un petit peu plus pâteuse. Elle va rester moins rosée lorsqu'on la fait cuire. Elle va prendre une teinte plus blanc-gris, un peu comme certaines espèces de salmonidés. Un goût peut-être un petit peu, pas tant amer que ça, mais un petit peu plus, une légère amertume dans le fond, là. Fait que souvent, ça, c'est du saumon que je vais dire, regarde, sont impressionnants à pêcher.
On en fait quand on fait une ou deux passes le matin pour empoigner des beaux gros. C'est toujours bien captivant, bien impressionnant. Puis après ça, ben, on monte plus au large pour faire du saumon moins mature, faire du coraux puis de la spilette. Oui, effectivement. C'est sûr et certain que oui, avec le temps qui avance, la fièvre, si on veut de la reproduction, s'en vient. Écoute, François, la semaine prochaine, on va discuter comment ramener notre saumon à l'embarcation sans l'échapper. Hein? C'est un sujet assez d'actualité aussi. Oui, ça peut paraître basique de dire ça, là, mais j'en ça vois l'est pas. Ouais. Bateau, fait que c'est pour ça que j'ai eu l'idée de parler de ça à un moment donné. Effectivement. La semaine prochaine, on parle de ça. Oui, puis si on veut te rejoindre, François, là, en 20 secondes, on peut le faire de quelle façon? Via mon site internet, lepêchelacontario.ca, mon cellulaire 819-578-3700, via ma page Facebook personnelle ou de guide, ou bien via la page ou le site de Simplement Plein Air. Oui, monsieur, et tu passes une excellente semaine, François. On se retrouve la semaine prochaine. Parfait. Bonne semaine à tous. Cette portion de l'émission vous est présentée par Groovy Yurts. Pour des installations allant de 2,5 à 6 mètres et plus, rejoignez Carmen au 289-241-4475 ou au www.yurt.ca, yurt.ca. Et nous sommes de retour en studio, cette fois avec notre ami M. Serge Daprat de la Pourvoirie du Lac-Souzy. Salut Serge. Salut Guy. Écoute, cette semaine, on a une superbe vidéo et écoute, je te laisse la présenter. OK, écoute, la semaine passée, j'avais fait une... En fait, c'est la deuxième partie, si tu veux, de ce que j'ai fait la semaine passée avec mon ami Max. On était rendu, si tu veux, à l'installation du Mirador, comment installer ça, tout ça. Fait qu'écoute, je t'en dirai pas plus, là. On va tout de suite, je vais vous présenter la vidéo, puis on va revenir là, pour la conclusion de ça, là. Super, allons à la vidéo. Bonjour tout le monde, je me présente, mon nom est Serge Daprat. Maintenant, je vous amène dans la deuxième partie de la petite chronique que j'ai faite avec Max, et ça va porter sur l'installation du Mirador. Alors, suivez-nous. Maintenant, on va passer à l'étape suivante qui est le Mirador, qui est ta position à toi. Premièrement, tu devrais toujours, vois-tu, l'ouest est là-bas. OK? Ici, on a des vents prédominants d'ouest. Donc, il faut que le vent éloigne les odeurs de la paille, non pas l'inverse. C'est ça. OK? Et il va toujours falloir que quand tu vas installer ton Mirador, que tu prévois des options. Parce que quand tu vas partir ton appât, tu ne sais pas par où des ours vont arriver. Ils peuvent arriver en dessous de toi, tu sais. Oui, c'est-à-dire que là, ils vont se faire des trails. Si tu regardes ici à côté, là, ouais, on le voit, là. Tu vois la trail. Ça, c'est la trail maîtresse. Un sentier. C'est ça, c'est un sentier. Alors, moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait l'appât, j'ai attendu que les sentiers s'établissent et j'ai positionné mon arbre, j'ai positionné mon Mirador en fonction des sentiers et en fonction des vents dominants. OK? Fait que si tu veux, on va aller voir le stand puis on va regarder ça. Fait que là, tu nous disais que le vent dominant, ce qu'on veut, en fait, c'est qu'il éloigne notre odeur dans le sens contraire de la peau, c'est ça? Oui, exactement. Puis regarde, je pense que toi, tu as une petite vaporette là, pour fumer, là. Ah, ouais. Ouais, check ça. Il y a une petite brise, là. Tu me disais que le vent, il éloigne. Ouais, vois-tu, le spot est là-bas, là? Vois-tu comment est-ce qu'il s'en va? Ouais, il se pousse. Là, ça pousse. Ça veut dire que c'est un vent qui vient de l'ouest. Oui, exactement. Bon, vois-tu, on s'est mis. Bon, ce qui est important, là, tu sais, tu vas être capable de tirer à 25-30 mètres sans problème. Là, on a quoi comme distance, là? Là, tu as à peu près 15-16 mètres, à peu près. OK. Ça, c'est à l'arc, là, c'est le maximum que tu devrais aller. OK? Que tu sois à 25, là, tu vas être dans le rayon, tu vas être dans la bulle de l'ours de toute façon. Fait que tu veux t'assurer une shot safe puis plus puissante. C'est ça, exactement. Parce que tu vas être capable de tirer à 30 à 40 mètres sans aucun problème au niveau précision. Mais, à un moment donné, il ne faut pas que ça joue dans la tête. Tu as toujours une petite inquiétude. Quand tu es toujours dans une distance où tu maîtrises tes capacités, c'est sûr que tu vas réussir ton coup. C'est ça l'important. Tu donnes des chances. Tu donnes des chances. Tu rajoutes
On appelle ça une corde à ton arc. Tu rajoutes une corde à ton arc, elle est bonne. Bon, vois-tu? Là, ce que j'ai fait, j'ai mis un mirador permanent, ce qu'on appelle un ladder stand. Et si tu remarques, il est face à la porte. Non pas de côté. J'aurais pu le mettre de côté puis tirer comme ça. Mais je viens de m'éliminer des possibilités de tir. Je t'explique. Okay. Si je suis assis dans mon stand comme ça, j'ai 180 degrés que je suis capable de couvrir. Ouais. Si je suis assis comme ça dans mon stand, ton appui est là, j'ai 90 degrés que je suis capable de couvrir. Tu comprends? S'il vient dans mon dos, je suis fait à l'os. Donc, c'est important d'avoir le maximum de chance, de te donner le maximum de chance. L'autre critère, c'est qu'il faut que tu t'assures d'avoir un arbre qui est sain et en santé, au niveau sécurité. Oh, on a entendu les accidents du monde, les miradors qui tombent. Et tu t'assures que l'arbre est droit. Pour que quand tu vas être sur ton stand, tu vas être de niveau, tu vas être à plat, tu vas te sentir sécure, puis tu ne seras pas à penser, ouais, là, mon stand est comme ça ou il est comme ça, ben tu travailles, puis tu travailles en double, puis là, ça te rentre dans la tête, tu manques ton coup. Pas de casse-tête, tout pour avoir 100% de concentration sur la shot. Que tu utilises ce qu'on appelle un climb-on, un stand que tu vas monter avec des scoops, tu vas installer un portable tree stand ou un ladder stand comme ça. Peu importe le stand que tu vas installer, tu t'assures d'être de niveau, d'avoir un arbre de niveau le plus possible, un arbre qui est capable de te donner du couvert. Puis vois-tu, si tu regardes ici en arrière, là, il y a beaucoup de couverts. Là. Ta silhouette va être cachée. Masquée. Elle va être masquée. Si tu es dans un arbre, tu es dans du boulot, puis tu as un boulot qui est gros comme ça, écoute, tu vas avoir l'air d'une planchette allumée en plein milieu de la nuit. Tu comprends? Donc, si tu respectes ça, ton gibier va être en confiance, toi tu vas être à l'aise, tu vas être en confiance, c'est 100% de réussite, c'est sûr. Là-dessus, mon ami, good luck. Je m'en vais essayer ça avec tes conseils, je vais suivre ça. Mais non, ça me parle. Puis là, j'en ai appris vraiment plus pour me donner toutes les chances d'être straight devant la peau. Le gibier dans le bon sens, concentration, un gros champ large. Merci mon gars. Good. Et ben oui, Serge, comme on peut le voir, hein, c'est très important pour le positionnement, vu, tu sais, considérant les odeurs, considérant le facteur vent, naturellement, qui va amener l'odeur à la bête et tout, là, un bon positionnement, on le voit que c'est très important. Oui, effectivement, Guy, parce que, premièrement, c'est au niveau psychologique, tu sais. Si tu te mets dans des positions difficiles puis que tu te fais surprendre par le gibier, ben, veux pas, tu vas devenir nerveux puis tu risques de manquer ton tir. Alors, on a vu dans la première partie comment on faisait rentrer les ours aux appâts pour qu'ils soient le plus calmes possible. Et dans la deuxième partie, ben, on parle de l'installation du mirador, c'est-à-dire le positionnement du chasseur, et un va pas sans l'autre. Quand tu réussis à contrôler ces deux éléments-là, ben, évidemment, tu es à 100% de tes capacités, puis c'est sûr que c'est un tir réussi. Oui, effectivement. Et puis, Serge, écoute, si on veut plus d'informations encore, si on veut te contacter, on pourrait le faire de quelle façon? Ben, premièrement, via les pages Facebook. J'ai 2 pages Facebook, une de la pourvoirie et l'autre Serge Daprat, chasseur et pêcheur. Ensuite, via la page Facebook de Simplement Plein Air, via le site internet à www.pourvoirielafusil.com. Et là-dessus, toutes les informations me rejoignent. Vous pouvez m'envoyer des messages privés. Ça me fait plaisir de répondre. Et voilà, merci beaucoup Serge et à la semaine prochaine. Bonne semaine, Guy. Bonne semaine. Cette portion de l'émission vous est présentée par Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. En entrevue aujourd'hui du côté de Simplement Plein Air, j'ai le plaisir de retrouver Monsieur Roger Larivière. Là, je vous le rappelle, il est auteur, botaniste, mycologue, mais aussi un gars qui adore faire passer, si vous voulez, sa passion, pas seulement des champignons, mais également des plantes du côté du Québec. Bonjour, Monsieur Larivière.
Bonjour. Monsieur Larivière, on a parlé juste avant d'entrer en studio que vous partiez là, prochainement pour faire une espèce de travail de recherche assez spécial concernant notre flore. Si vous nous en parliez un petit peu. Écoutez, j'ai eu la chance d'écrire mon livre sur le chaga avec une professeure chercheur de l'Université du Québec à Trois-Rivières et ça m'a permis de mettre le pied à l'Université du Québec à Trois-Rivières par le fait même. Et l'université est venue en région début juillet pour prélever des échantillons de sol à plusieurs endroits, en fait sur 50 stations. Et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est qu'on veut déterminer quels sont les mycéliums, donc les espèces de racines que le champignon a et dans le sol. Et la raison qui est derrière ça, la raison ultime, c'est qu'on veut déterminer, on veut faire des cartes de potentiel de cueillette de champignons en Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que ça, on peut dire que ça pourrait être exportable dans les autres régions, mais compte tenu du climat, ça devrait rester ici? Non, absolument. C'est l'objectif qui est derrière ça, c'est éventuellement de se faire les mains à une technique qui va être utilisée un peu partout au Québec parce qu'on sait qu'on s'enligne de plus en plus sur la cueillette des champignons sauvages. Absolument. Pour les commercialiser. Absolument. Et donc, ce que vous voudriez, c'est d'essayer de prouver, de démontrer s'il y a un potentiel. C'est ça. Mais écoutez, moi, c'est pas moi qui fais le travail d'identification des champignons. D'accord. Ce sont des tests d'ADN qu'on va faire et on est capable maintenant, avec les connaissances technologiques qu'on a, les outils, de prendre un échantillon de sol puis de dire que dans cet échantillon de sol, il y a 4, 5, 10 champignons différents parce qu'on a la trace du champignon dans le sol. Et ce projet-là est en quelque sorte sponsorisé, si on peut utiliser un terme très français, par Progigraphe, une entreprise de Val-d'Or. Est-ce que je me trompe ou on a souvent l'impression de voir plus de champignons dans des sous-bois, dans les cédrières, au niveau des conifères? On a l'impression qu'on n'en voit pas beaucoup au niveau des feuillus. On en rencontre aussi d'autres du côté des chablis. On peut en voir également après un incendie de forêt. Est-ce qu'il y a des zones plus propices aux champignons où ça n'a pas de différence? Eux, ils poussent. Non, vous avez tout à fait raison. Et l'autre objectif qui est derrière ça, c'est de caractériser plus en détail l'habitat des champignons. Et je vous dirais que la forêt boréale, pour revenir à la forêt boréale qui m'est si chère, c'est un milieu privilégié pour la croissance des champignons. Je dois vous dire qu'un des milieux les plus pauvres pour la croissance, c'est l'érablière laurentienne. Alors vous voyez qu'on est quand même choyé et chanceux ici. Donc, on est chanceux. On dirait quasiment qu'on a tout ce qu'il faut. Il s'agit qu'on sache exactement où aller les chercher. C'est ça. Où aller les chercher? Parce qu'on revient là à ce que je viens de dire, c'est que en général, les champignons, ça pousse pas partout. Ils ont des habitats privilégiés et ça prend un certain nombre de facteurs qui vont se rencontrer. Ça prend de la végétation, ça prend un type de sol, ça prend aussi de l'eau. Parce que les champignons, ça aime l'eau, mais ça n'aime pas être inondé. Alors, vous voyez qu'un champignon, c'est un être vivant qui est très difficile. Absolument, absolument. Il ne pousse pas n'importe où. Et ce qui m'amène également à vous parler que, bon, maintenant, j'espère que les gens sont allés sur votre site, sur votre profil, parce qu'il y a une foule d'informations. Monsieur Larivière, vous donnez également des formations au niveau de la mycologie, au niveau des champignons. Qu'est-ce qui est comestible, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais vous le faites d'une façon, il me semble que c'est extrêmement intéressant et pertinent. On ne fait pas ça dans un laboratoire avec les livres, là. Absolument pas. D'ailleurs, j'en donne deux. J'en donne deux très bientôt, là. Le 20, le 20 août prochain, oui. Je donne une formation d'une journée au Parc des Guebels. Et le 26, je suis au Marais-Laperrière, à Duhamel-Ouest, au Témiscamingue. Mais mes formations durent environ 6 heures, 6 heures et demie.
Alors, vous comprenez que je peux pas être tout le temps le prof avec de la théorie. Évidemment, je donne de la théorie parce que il faut absolument que les gens qui viennent sortent avec une tête bien faite. Et c'est extrêmement important parce qu'il y a des groupes de champignons qui ont des caractéristiques. Il faut être capable de placer le champignon qui est devant nos yeux dans le bon classeur. Parce que ça nous permet ensuite d'aller un petit peu plus loin. Puis quand on commence bien, on se pose pas la question, c'est-tu vraiment... D'abord, est-ce que c'est vraiment un champignon? Parce qu'il y a des gens qui identifient des êtres vivants qui sont pas des champignons dans le groupe des champignons. Et quand c'est fait... ensuite, on sait que c'est un bolet, on sait que c'est un champignon à lame, on sait que c'est un champignon avec des aiguillons. Alors, vous comprenez qu'il y a des catégories de champignons. Donc, il faut faire... C'est ça qu'on donne en théorie. OK, donc c'est parce qu'il faut faire attention également parce qu'on sait qu'il y en a qui sont peut-être beaux, sont peut-être attirants, mais on peut avoir une très mauvaise réaction. Et c'est ce qu'on va départager, c'est qu'on va démystifier dans des prochaines entrevues, Monsieur Larivière, avec vous. De quelle façon on peut rendre ça un peu plus accessible? Ça n'enlève pas l'importance de suivre une formation et de préférence avec vous, mais dans des prochaines entrevues, on pourrait y penser parce que j'ai entendu tout récemment dire du côté de la SRC que, étant donné qu'on avait eu un printemps et un été assez pluvieux, semblerait-il que la récolte de champignons pour ce qui est de l'automne 2017 serait prometteuse. Et on va reparler également de cette étude que vous vous apprêtez à faire avec vos collègues de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, je pense que c'est une belle saison et je vous invite, vous qui nous écoutez justement sur Simplement en plein air, à pas manquer ça parce que avec Roger Larivière, qui est un mycologue, qui est un auteur, on va parler aussi, M. Larivière, de votre fameux livre sur le chaga parce que ça, j'ai l'impression que ça titille certaines personnes. Et bien entendu, là, on va aller pour donner le maximum d'informations parce que j'ai eu le plaisir de vous avoir comme enseignant et laissez-moi vous dire que le prof, il en donne l'information. Donc, Roger Larivière... Roger... Ça me fait rire, ça. Ah, ça le fait rire. Ouais, là, je suis encore très vivant et la raison pour laquelle je vais être vivant et très longtemps, et je le dis à tout le monde, c'est parce que je bois du chaga. Oh, j'ai l'impression que là, j'ai l'impression qu'on va avoir un sujet assez bien rempli. Roger Larivière, je vous remercie beaucoup. On va se retrouver très prochainement. On aura les résultats de l'étude. Nous, bougez pas parce que du côté de Simplement plein air, on retrouve Guy Martin tout de suite après ceci. Vous souhaitez le succès lors de votre prochaine excursion de chasse? Monsieur Bouffe innove. Cet automne, procurez-vous les leurres olfactifs et gustatifs Tire-Boc. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda au 819-797-2564. Et nous sommes de retour en studio, cette fois avec Madame Martine Chabigny. Naturellement, on va parler taxidermie. Salut Martine. Salut. Hey, quand on parle de taxidermie, là, le temps s'en vient, hein, l'orignal, les chasses en général, que ce soit chevreuil, orignal, dans certains endroits lousses. Il y a quand même des endroits là, dans les cantons de l'Est, mais ça, c'est loin. Mais, écoute, quand il fait, on le sait qu'au début, à l'arc, septembre, on peut avoir des températures qui sont chaudes. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là là, pour... c'est sûr qu'il faut te l'amener le plus rapidement possible, mais y a-t-il un petit truc qu'on peut, là, pas se casser la tête, là, si on veut, là, mais faire ça vite pour réussir à mettre ça au froid, là? Ben, c'est sûr, la plupart, ils amènent chez le boucher le plus vite possible, là. C'est de le plumer le plus vite possible aussi, parce que la peau, elle peut se gaspiller, là. Mais c'est ça, c'est de le plumer, puis me l'amener le plus vite possible. Dans le fond, ils peuvent le plumer jusqu'à la tête, puis m'emmener avec la tête dedans. Mais c'est sûr qu'un orignal, tu sais, c'est gros. Fait qu'ils peuvent pas. C'est dur là, de mettre ça dans un congélateur, une tête de 40-45 pouces avec le panache. Là. Ouais, c'est. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que souvent, ben, c'est de le plumer le plus vite possible, puis me l'amener tout de suite, le mettre sur la glace, le mettre au froid. Ouais, le mettre au froid, là, parce que j'imagine qu'il faut même pas, tu sais, que la tête, il reste quand même de la viande, là. Faut pas que ça chauffe, ça non plus, hein. Non, c'est ça. Et ça, là, puis. C'est quand même assez facile à chauffer un orignal aussi. Pas, moins pire qu'un chevreuil un peu, mais encore là, faut faire le plus vite possible, là. Faut pas laisser traîner ça longtemps.
C'est ça. Puis quand la meilleure façon, là, parce qu'un orignal ou un chevreuil, là, quand on le plume, là, ça serait de faire l'ouverture sur la colonne, hein, jusqu'aux cornes. Oui, c'est ça. Quand on n'est pas habitué, il y a une autre technique, là, comme j'expliquais, là, que faut juste ouvrir à hauteur du panache. Là. À cette heure, on fait ça pour le chevreuil, on fait juste comme un triangle, puis on sort le panache par là, mais là, je sais que le monde qui sont pas habitués, c'est compliqué. Fait que l'ouvrir dans le dos, là, c'est ça qui est le plus simple. Puis là, de dérouler jusqu'en avant. Oui, c'est ça. On évite de cette façon-là là, de faire une gaffe. Mais ça serait bon pour une vidéo future, par exemple, de démontrer cette technique-là. Comme ça, les gens pourraient le voir. Parce que même moi, je te dirais que je suis pas familier avec ça. Je suis familier là, avec l'ouverture là, jusqu'au panache, là. Ouais. Mais, je te dirais là, que l'autre, là, comme tu me l'expliquais, je le comprends, mais de là à le visualiser, c'est autre chose là, à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben, c'est parce que ce qui arrive, mettons, les chevreuils tués en saison de bonheur, là, ben, les autres, ils ont un poil ras. Fait que quand il y a une coupure dans le dos, là, des fois, c'est un petit peu plus dur à ce que ça paraisse pas. Mais comme un orignal qui a le poil assez long, comme un ours, la couture, on ne la verra pas de toute façon. Non, mais, c'est ça. Mais c'est sûr que moins qu'il y a de couture, mieux que c'est, mais des fois, c'est dur à habiller aussi. Des fois, quand c'est trop serré, nous autres, on n'a pas le choix, il faut le rouvrir de toute façon. Oui, exactement. C'est ça. Il y a plusieurs techniques pour ça, Oui, puis moi, je te dirais, là, quand, admettons, si on parle d'un orignal ou même d'un chevreuil, est-ce qu'à ce moment-là, si on ne peut pas te l'amener tout de suite, là, on sale-tu la peau? On est-tu mieux de la laisser comme ça? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Mettre au congélateur. C'est sûr que les gens ont plus de difficultés à plumer la face, mais si vous décidez de le faire, là, ben, c'est toujours de tenir le plus proche du squelette possible. Ouais. Pour avoir toutes les paupières, avoir toutes les babines, avoir toutes les naseaux. Fait que si vous collez le squelette de la tête, ben normalement vous ne ferez pas trop de gaffe. Là. Vous gardez bien épais de peau puis de gras au pire au niveau de la face, puis ça ne dérangera pas bien. Puis là, vous mettez au congélateur. Oui, puis qu'est-ce que tu penses si la personne a la chance d'avoir là, une chambre froide? Est-ce qu'elle peut conserver sa tête là-dedans pour quand même un petit bout de temps? Oui, un orignal, une semaine, 2 semaines, il n'y a pas trop de problème. Ah, OK. Il faut que c'est assez froid, là, par exemple, assez... genre une chambre... froid, mettons, qu'un frigidaire ordinaire, là, ou une chambre froide. Oui, une vraie chambre froide, là. À ce moment-là, tu dirais là, une semaine, 2 semaines max, et puis on peut te l'apporter, là, à ce moment-là. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça, moi aussi, je vais partir à la chasse à un moment donné. Fait que je peux pas tout le temps les prendre tout de suite, là. C'est ça. Mais c'est ça. Le plus vite possible, là, normalement, il n'y a pas trop de problème. Oui, puis on sait aussi qu'il y a beaucoup aussi de chasseurs qui sont en expédition, sont en groupe de 4 ou de 6 chasseurs dans le bois. Il y en a un qui tue. Il demeure là quand même, là. Hein, il l'accroche et puis les gars vont demeurer là parce que, bon, il y a d'autres chasseurs qui n'ont pas tué et tout. Là, donc, il faut mettre de la glace dedans. L'ouvrir le plus vite possible, faire sortir la chaleur, puis mettre de la glace dedans. Oui, parce que on les voit souvent, malheureusement, là, ce qu'on voit souvent, là, c'est que les gars les pendent par les panaches dans les airs. Là. C'est pas la bonne chose à faire. Hein. Ben, la tête en bas ou la tête... dans les airs, mais il faut qu'ils refroidissent, ça c'est sûr. Là, sinon, là, c'est gaspillé, c'est pas long. C'est ça. C'est ça qu'on. Surtout en saison à l'arc, là, à carabine, si on est le moindrement chanceux, on va avoir des temps plus froids. Oui, c'est ça, mais depuis une couple d'années, il fait pas froid. Là, on est en t-shirt en septembre, des fois octobre. Là, fait que... Oui, effectivement. Effectivement, puis on voit souvent aussi à la chasse au chevreuil on n'a pas les températures extrêmement froides, puis on sait que ça chasse plus au sud de la province aussi. Donc, les températures sont plus clémentes, admettons. Donc, là, on va juste au risque de se répéter, c'est de le mettre au froid le plus rapidement possible. On n'applique pas de sel. C'est le froid qui est vraiment l'élément essentiel.
sur un chevreuil? Ben, un coup mal pris, c'est sûr que le sel, il va protéger, là. Ah, OK. Mais, idéalement, si vous le salez, ben, faut que ce soit plumé à grandeur, de toute façon. Il faut que les babines faut qu'ils soient détachés complètement de la tête, là. Oui. Bon, ça, c'est vous le salez à grandeur, point, là. Ouais. Ça va aider aussi, là. C'est ça. Et puis, naturellement, là, en terminant en 15-20 secondes, la longueur de peau qu'on doit garder, ça serait environ quoi? Ben, moi, je dis toujours, faut partir de la bosse, en arrière de la bosse, là, sur le dos, là. Faut avoir les pattes d'en avant, puis on déroule jusqu'en avant. À partir de là. Super. Ouais, Martine? Ça me prend les pattes, ça me prend les creux des tours de bras, mettons. Parfait. Si on veut plus d'informations, Martine, si on se pose des questions, on se gratte la tête ou on essaie de te rejoindre, c'est quoi la meilleure façon de le faire? Ben, sur mon cellulaire dans le 819-442-2453 ou bien sur Messenger par Facebook. Super. Donc, on était avec Mme Martine Chavigny, taxidermiste. Martine, on se revoit la semaine prochaine. Oui, bonne semaine. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Cet automne, question d'être bien équipé et de ne rien manquer pour la prochaine saison de Petit Gibier, le Gros Gibier ou la Sauvagine? Un seul endroit, ProNature Rouyn-Noranda. 59 avenue principale Rouyn-Noranda au 819-797-2300. Bonjour et bienvenue à votre autre entrevue de Simplement Plein Air. Rapidement, si je peux introduire notre prochain invité, disons que c'est un gars qui est là depuis des années pour nous sensibiliser, les gens, vous et moi comme utilisateurs des plans d'eau, à la sécurité. Vous allez me dire, oui, une noyade de trop, c'est toujours de trop. Mais lorsqu'on fait de la prévention, on voit qu'il y a vraiment là quelque chose à faire avec ça. C'est un gars qui connaît très, très bien la routine. Il n'y a pas une station, il n'y a pas un réseau, il n'y a pas une station de radio qui ne désire pas avoir son avis, mais également ses conseils. Vous aurez deviné que je vous parle de la Société de sauvetage du Québec et j'ai le grand plaisir d'avoir au bout du fil Monsieur Reynald Hawkins, le directeur général. Bonjour, Monsieur Hawkins. Bonjour à vous. Monsieur Hawkins, est-ce que je me trompe? Premièrement, la Société de sauvetage du Québec, vous n'êtes pas nécessairement des genoux. Pas vous, mais la Société de sauvetage. Oui, effectivement, vous avez raison. La Société de sauvetage existe au Québec depuis 1909. Alors, je m'amuse à dire qu'en 2009, c'était pas juste le Canadien de Montréal qui fêtait son centenaire, mais aussi la Société de sauvetage pour tout le Québec. C'est un organisme qui origine de l'Angleterre, comme bien les organismes sans but lucratif à travers tout le Canada qui sont centenaires. Et il y a un dénommé Cochrane qui est venu s'installer justement à Montréal et à Toronto. Et il a parti les premiers bâtiments du sauvetage au Canada. Et il y a eu la création de la Société royale de sauvetage Canada et la division québécoise, elle, est arrivée en 1909 selon les données historiques qu'on a. Donc, et elle a toujours la même mission qui est de sauver des vies par rapport à la noyade, justement. Et c'est ce qu'on préconise et c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années. Diriez-vous, M. Hawkins, que année après année, on est tout le temps dans répéter le message? Ben, vous savez, de formation, je suis un éducateur, donc, et je sais que apprendre, c'est répéter. Hein? Dès nos jeunes âges, on répète souvent les mêmes choses pour pouvoir s'améliorer constamment. Donc, et c'est dans ce sens-là que nous, on dit que année après année, puis vous l'avez si bien dit en introduction, ne serait-ce qu'il y aurait qu'une seule noyade, c'est toujours une de trop, parce qu'on sait que la plupart d'entre elles sont évitables. Alors, de là, l'importance de répéter nos messages année après année pour faire comprendre à l'ensemble des participants des sports aquatiques et nautiques que s'ils suivent nos conseils, ils vont avoir des anecdotes à raconter plus que des drames à faire vivre à leurs proches. Absolument, absolument. Et on a l'impression des fois que bien souvent, là, c'est sûr que peut arriver une situation purement accidentelle. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Mais bien souvent, lorsqu'il y a un incident nautique ou lorsqu'il y a une perte de vie, la majorité du temps, il s'agit pas d'une malchance, mais il s'agit d'une négligence.
On irait jusque-là, effectivement. Souvent, cette négligence-là est causée par une pratique qu'on a depuis année après année. Vous savez, il n'est pas rare d'entendre des pêcheurs ou des chasseurs nous dire « Ben oui, mais ça fait 30 ans, ça fait 40 ans que je pratique mon sport, il m'est jamais rien arrivé. Voilà. » Alors, souvent, je leur dis oui, effectivement, je peux comprendre ça, mais en même temps, vous avez peut-être joué à la roulette pendant toutes ces années-là, et lorsque les circonstances vont jouer contre vous, malheureusement, si vous ne portez pas votre veste de flottaison, ça sera un drame que vous allez faire vivre à vos proches. Ben oui, puis malheureusement, il faut le dire comme ça, et vous êtes probablement au fait de la situation, M. Hawkins. On sait que l'automne, qui est une grosse saison également pour les chasseurs et pêcheurs, 9 noyades, 9 décès sur 10, c'est des chasseurs et des pêcheurs qui portaient tout simplement pas soit leur VFI ou leur veste de sauvetage. Donc, il y a nécessairement quelque chose à faire là. Et pour dire que ces gens-là, peut-être que l'été, prenez la précaution de le porter ou en ont dans l'embarcation et le portent tout simplement pas. Vous avez tout à fait raison. Vous savez, la réglementation fédérale nous dit qu'à bord d'une embarcation, on doit avoir le nombre de dispositifs de flottaison et la taille pour chacun des plaisanciers ou chacun des chasseurs ou chacun des pêcheurs qui sont présents à bord. Et on sait aussi, parce qu'on a fait un sondage avec le Conseil canadien de la sécurité nautique à travers tout le Canada par ce qu'on appelle des focus groups, là, des remue-ménages, et on a posé la question aux gens pour savoir pourquoi ils ne portaient pas leur veste de flottaison. Et la principale raison, souvent on va penser que c'est les matériaux, on n'est pas à l'aise avec ce dispositif. Là. La principale raison qui sort numéro 1, c'est que les gens se disent, mais c'est parce que j'ai pas l'intention de me retrouver par-dessus bord. Je comprends, là. Moi, quand je m'attache dans mon auto pour me rendre au travail ou chez des amis, c'est pas parce que j'ai l'intention d'avoir un accident, c'est parce que je sais que si jamais ça arrive, ça va faire la différence. Et vous l'avez si bien dit, là, 9 fois sur 10. On estime annuellement, juste pour le Québec, là, une vingtaine de décès liés au sport nautique par année au Québec. Là. C'est énorme. Alors, comprenez que si tous les gens portaient leur veste de flottaison, ben, on parlerait peut-être de 2, 3, 4 cas au gros des plus comparativement à cette vingtaine-là. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, ça va vraiment faire la différence entre une immersion dans l'eau plutôt qu'un décès lié à l'eau. Parce qu'on pourra en parler un petit peu plus longuement dans une prochaine entrevue, mais même en été, mesdames, messieurs, il y a un danger qui nous guette et qui s'appelle l'hypothermie. Oui, parce que, vous savez, au Québec, puis tout partout au Canada, plus souvent qu'autrement, on est en eau froide, pour pas dire en eau frette même. Oui. Le choc thermique que ça cause lorsqu'on tombe de façon involontaire, lorsqu'on a une chute par-dessus bord, il y a un choc thermique entre notre température interne du corps et la température de l'eau. Ce choc thermique-là va vous amener à faire une hyperventilation. Vous savez, là, pensez, là, la fois où vous êtes allé vous baigner dans un lac très froid, là, et si vous n'étiez pas involontaire, là, vous preniez le temps de descendre tranquillement, et là, votre respiration est un peu soufflée court, là, hein? Vous dites, oh mon Dieu, je retiens ma respiration parce que l'eau est vraiment froide. Je peux penser, entre autres, aux bains turcs lorsque vous allez dans des spas. Et là, ça monte. Quand ça arrive de façon involontaire, ben là, vous créez une hyperventilation. Cette hyperventilation-là, plus souvent qu'autrement, elle n'est pas contrôlée. Après 15 à 20 secondes, vous tombez inconscient. Vous, là, nécessairement, vous êtes en dessous de l'eau, pas de veste de flottaison, et là, c'est la noyade qui s'enclenche. Et c'est pour ça qu'on dit que le fait de pouvoir tomber en eau froide, il faut prendre le temps de contrôler sa respiration, et ça se ferait encore mieux si vous aviez votre veste de flottaison sur vous plutôt qu'à bord de l'embarcation. Et comme on dit, malheureusement, trop souvent, lorsqu'il est question de noyade, ben généralement, c'est un phénomène qui est irréversible. Écoutez, M. Hawkins, c'est tout ce qu'on a présentement pour cette entrevue, mais on va se retrouver dans une prochaine entrevue et on va explorer un petit peu plus grandement justement le problème de l'hypothermie, parce qu'il y a des symptômes qu'on peut apprendre à reconnaître et on est là pour à ce moment-là faire en sorte que ça se produise pas. C'était Ronald Hawkins de la Société de sauvetage du Québec. Merci beaucoup, Monsieur Hawkins. Nous, de notre côté, on se retrouve après la pause. Cette portion de l'émission vous est présentée par...
Vous souhaitez le succès lors de votre prochaine excursion de chasse? Monsieur Bouffe innove. Cet automne, procurez-vous les leurres olfactifs et gustatifs Tire-Boc. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda au 819-797-2564. Et nous voici de retour de la pause, cette fois avec notre ami Luc Hervé Blouin. Vous l'avez deviné, on parle pêche à la mouche. Salut Luc. Salut Guy. Hey, la semaine dernière, on a parlé de ferrage, strip set, on a parlé de salmonidés, saumon, on a parlé un peu de bar rayé, mais cette semaine, on s'approche un peu de nos belles eaux douces et, devinez, on va parler brochet et achigan. Yes, on parle de brochet et d'achigan. Pour moi, brochet et achigan, ce sont des poissons que j'affectionne beaucoup. Et je pense que dans mon année, c'est les poissons que je vais pêcher le plus. Même que depuis que je suis jeune, c'est les poissons que j'ai pêchés le plus dans ma vie. J'aime ça, je trouve ça super plaisant. C'est plein de beaux défis, de beaux combats en perspective. Et puis là, je voulais amener ça avec le ferrage. Je vais aussi amener des trucs parce que je me connais très bien. C'est garanti que je vais dévier sur des trucs à quelque part. Et je vais commencer par l'achigan. Au niveau du ferrage, je vous dirais que l'achigan, c'est probablement le poisson que j'ai le plus de facilité à ferrer. Probablement à cause de sa physionomie, sa grande bouche, et c'est très vorace. Ça mange vraiment pour manger, là. Ça vient chercher ça avec la grande gueule ouverte, et puis ça va aller chercher votre mouche bien comme il faut. Bien sûr, ça représente quelques défis. Bien souvent, à l'achigan, indépendamment de comment que je pêche, je vais utiliser soit le strip set, ou soit je vais lever ma canne, parce que pour vrai, je trouve que j'ai très peu de différence. C'est sûr que si je suis en sèche, je vais lever ma canne. Ça, c'est bien garanti que je vais me servir de ma canne pour ferrer. En sèche, bien que l'achigan, c'est très vorace, quand ça décide d'attaquer, ça y va à fond. Faut faire attention quand même, parce que si on fait trop tôt, on peut en perdre. Donc, on va quand même attendre une seconde que le poisson se retourne. Attendez que le poisson redescende vers l'eau pour le ferrer, et puis là, vous allez avoir plus de succès sur vos pêches en sèche au niveau de l'achigan. Je suis très nerveux dans la vie et des fois, je fais trop vite encore. Et puis, je me dis, maudit, qu'est-ce que tu as fait là? Et on se reprend pas longtemps après, puis ça va bien. Donc, je vais lever la canne. C'est sûr que si je t'ai noyé dans l'eau, l'achigan, s'il n'est pas piqué, il peut revenir 1, 2, 3, 4 fois sur une mouche. Donc, je vais préconiser le strip set de serrer en tirant sur ma soie. J'en ai parlé de la semaine passée. Ça, je trouve que ça va bien, que ça se fait bien. C'est aussi très puissant. Et pour l'achigan, je vais utiliser un bas de ligne assez puissant pour plusieurs raisons. Même si je pêche dans de l'eau où il y a peu de structure, j'utilise quand même un bas de ligne assez gros. Je parle d'un 15, bien souvent c'est un 20. J'ai été jusqu'à 25 livres quand que j'étais dans des secteurs, mettons, un gros arbre, là, que là, je le sais que je vais me faire avoir. S'il descend dans l'arbre, je vais augmenter mon bas de ligne. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tout le temps prendre le temps de faire. Et aussi pour des raisons que lorsque l'achigan va sauter, quand un achigan saute, là, si pour les pêcheurs de salmonidés qui pêchent avec des tout petits bas de ligne, soit des saumons, soit la truite, un poisson qui saute, on va baisser notre canne pour empêcher le poisson de casser notre bas de ligne au niveau du seau. Lorsqu'on est à l'achigan, on a un bas de ligne beaucoup plus gros. On va un peu faire le contraire. On va baisser notre canne. Ben, pas le contraire. On baisse la canne aussi, mais je vais tirer sur ma soie en même temps pour un peu contrer le seau. L'achigan qui a la gueule très fine, que lorsqu'il va sauter, ben, il a tendance à recracher les mouches, même que c'est mortel. À chaque fois que l'achigan saute, il y a un petit haut de cœur. Non, il va se recracher, un petit stress. Oh, OK, on est correct, ça va bien. Et puis là, j'essaie de l'empêcher un petit peu. Je vois que le poisson saute, je vais tirer sur ma soie, justement pour un peu pour contrer le saut. Souvent, ça va les bloquer. Et puis là, en levant pas trop ma canne, en ayant ma canne pointée vers l'eau et en tirant ma soie, ça l'empêche de sauter à sa guise. Et puis souvent, je vais récupérer plus de poissons comme ça que d'autres façons. Donc ça va être à vous de faire vos expériences à ce niveau-là. Je vais passer tout de suite au brochet parce que le brochet, c'est un peu comme le mosquier, c'est un peu dans le même concept. C'est probablement les poissons qui sont, je trouve, le plus difficile au niveau du ferrage. Oui, c'est vorace, ça attaque vraiment fort, mais ça a la gueule tellement raide, un brochet. C'est tellement dur, et puis ça a toutes les dents repliées vers l'arrière. Donc lorsqu'on va effectuer, si on se sert de notre canne pour ferrer, la canne qui absorbe beaucoup d'énergie. Nos cannes à mouche, là, même si on est en numéro 8, 9, 10, là, on va pas chercher la puissance qu'aurait une canne de 6 pieds lancée léger, fast action. On va pas chercher cette puissance-là. Donc, en ayant la canne pointée vers l'eau et en tirant vraiment fort. Et là, je parle d'un bon coup. Là. Au brochet, là, vous y ferez pas mal. Là. Vous le tuerez pas de main, je vous le dis. Là. Un bon coup sec, ça vous le prend. Le brochet qui va attaquer sa proie vers le côté. Souvent, il se cache dans les herbiers ou dans les canaux, n'importe où. S'il y a de la berge submergée, il va aller se cacher là-dedans. On lance près du bord. Ça devient très technique, beaucoup de précision. Et puis là, il sort, il va tourner et prendre votre mouche sur le côté. Donc là,
imaginez-vous qu'il est en plein côté, et puis là, il faut entrer la mouche. Souvent, les hameçons qui vont rentrer de côté dans la gueule du brochet, ou par en dessous ou par en dessous ou en haut. Et puis là, ça prend vraiment beaucoup de puissance. Parce que sinon, là, il serre la bouche dessus, et puis là, vous pensez que vous l'avez, et puis là, lorsqu'il va se rendre compte que c'est pas un vrai appât, il va simplement ouvrir la gueule et la recracher. Au niveau des plus petits brochets, ils vont chercher la mouche, retournent dans leur cachette. Donc là, vous avez une chance parce qu'ils revirent de bord, ou ils redescendent dans les herbiers. Donc là, ça vous donne une chance. Mais les gros brochets sont dans leur élément, c'est leur territoire. Puis souvent, ce que j'ai observé des gros brochets, c'est qu'ils vont monter sur une mouche, et puis là, bang, ils la mettent dans leur gueule, puis ils restent là, ils se tallent. Mais ils se sont donné de l'air, ils se sont donné un élan pour venir à votre mouche. Donc c'est comme si votre mouche revenait vers vous un peu. Donc c'est là, c'est quand on a du plus gros brochet qu'on a besoin du strip set. Parce que si on lève la canne, oublie ça, vous allez lever votre canne, la canne, elle fait juste plier. La canne, elle plie, puis là, t'as même l'impression que t'es un peu pris dans le fond. La canne, elle plie, ben là, il n'y a plus rien, il a recraché. C'est pour ça qu'on pointe la canne vers le brochet, on va exécuter un strip set de puissance en mettant assez de force, le coude le long du corps, puis on tire fort. Ça va permettre d'ancrer vraiment dans la gueule des brochets, les hameçons, et ça va faire toute une différence au niveau de votre pêche. Je vais donner un exemple, j'ai initié un de mes amis récemment, puis moi je pêche le brochet 1-2 fois par semaine depuis le début de l'été. Je commence même depuis quelques années, donc je commence à comprendre le concept, et puis lui étant un habitué de pêche à la truite, et c'est un super bon nympheur, super bon pêcheur de saumon. Il m'amènerait au saumon, il m'en montrerait des livres, mais il montrerait des heures, et puis là je l'amène au brochet, c'est moi qui lui donne un petit cours. Et puis, on a eu le même nombre d'attaques dans la journée. Résultat, j'ai ramené 4 poissons au bateau et lui 1, et ça s'est tout fait au ferrage. C'est vraiment beaucoup de différence au niveau du ferrage, surtout qu'on n'est pas au lancer léger. Souvent, on va avoir un seul hameçon simple dans le milieu de notre mouche. Manquez pas votre coup. Faites votre ferrage convenablement. Et en plus, en ayant votre canne pointée vers l'eau, vous pouvez le retenir. Vous avez un gros bas de ligne fort en acier ou en fluorocarbone très puissant. Vous pouvez le retenir et l'empêcher d'aller tout de suite se jammer dans les herbiers. Parce que ça t'est sûrement déjà arrivé aussi, Guy, d'avoir un brochet qui retourne dans les herbes, puis là, il est pris là. Oui, puis moi, la façon dont tu parles, là, pour le ferrer, là, ce que je faisais, c'est que j'arrêtais complètement l'action de ma mouche. Et puis là, quand il essayait, lui, de se sauver, c'est là que l'hameçon allait y pénétrer plus profond, pas plus profond dans la gueule, mais qu'elle transperçait justement là, sa gueule, et puis il était bien ferré. Je faisais pas de strip set, je le laissais lui-même aller. Oui, j'ai perdu du brochet de cette façon-là, mais j'en ai pris une quantité industrielle aussi en arrêtant complètement le mouvement. Quand j'y avais sa tension, lui, il se revirait de base, se ferait lui-même. Parce que c'est agressif. Donc on lui donne, on attend. Tu vois, on a une approche très différente. Oui. J'en manque très peu. Possiblement que ta technique te permettait d'en manquer très peu, toi aussi. Et effectivement, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un poisson très agressif. Et sur ce, Luc Hervé, si on veut plus d'informations, on le fait de quelle façon? Luc Hervé Blouin par Facebook, ça va me faire un grand plaisir. Fait qu'on jase bientôt, puis on en reparle de pêche. Oui, monsieur. Et à la semaine prochaine, Luc Hervé. À la semaine prochaine. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Pour personnaliser les vêtements de votre entreprise ou vos vêtements, un seul endroit, Mignot Transfert. 63 Perrault Est à Rouyn-Noranda au 819-797-3232 ou www.mignot-transfert.ca. Chez Mignot Transfert, votre image nous tient à cœur. Et nous voici de retour en studio. Cette fois, on va parler pêche blanche, on va parler pêche à glace, appelez-les comme vous voudrez, mais avec notre bon ami Félix Goulet de Québec Ice Team. Salut Félix. Salut Guy. Hey, écoute, la saison, là, c'est notre saison premièrement d'été, il s'en va tranquillement. Mais là, aujourd'hui, tu veux nous parler de faire le bilan de notre dernière saison sur la glace pour mieux comprendre le déplacement des poissons sous la glace. C'est bien ça? Oui, exactement, Guy. Dans le fond, ce que je veux vous présenter dans cette chronique-là, c'est que à chacune des sorties de pêche, on devrait essayer, moi ça fait des années et des années et des années que je prends toutes sortes de notes sur chacune de mes sorties de pêche. Le nombre de poissons capturés, je vais prendre la température, je vais prendre le couvert nuageux, il faisait du soleil, c'était-tu nuageux, la pression. Je vais prendre plein de renseignements comme ça, de notes comme ça, sur ma journée de pêche. Ensuite de ça, je vais identifier le secteur que j'ai pêché, le type de structure, la profondeur de l'eau,
et ainsi de suite. Puis, comme ça, en prenant toutes ces notes-là, ben, d'une sortie à l'autre, on va finir par comprendre le déplacement que les poissons vont faire au courant de l'hiver. On s'entend qu'en début de saison, lorsqu'on commence notre saison au mois de décembre, sur la glace, souvent les poissons vont être encore sur les structures d'automne. Ils vont être encore en train de se nourrir comme ils le font toute l'automne. À un moment donné, la pêche, après Noël, après le jour de l'an, à un moment donné, la pêche se tranquillise un petit peu, les poissons vont descendre un petit peu plus en profondeur. Donc, à chacune de nos sorties, on prend un paquet de notes, puis on prend, dans le fond, le résultat que notre journée nous a donné. Comme ça, à la fin de notre saison, on va relire toutes nos notes, on va regarder nos photos, on va regarder nos vidéos si on a pris des vidéos, puis on va s'apercevoir que, OK, on va s'apercevoir d'année en année que à telle période, sur tel plan d'eau, par exemple, les dorés sont à un endroit précis. Quelques semaines plus tard, les poissons vont être rendus un petit peu plus profond ou le long d'une pente abrupte de la fosse principale du lac, un haut fond, une grande pointe qui s'étire vers la large. Donc, le pêcheur, avec ses expériences, avec toute la longueur de la saison, va finir par comprendre qu'est-ce que les dorés, qu'est-ce que les brochets ou les mouchetés, les grises, peu importe l'espèce que le pêcheur va cibler, va s'apercevoir que les poissons effectuent une migration. Puis cette migration-là, est là à chaque hiver. Donc, une fois que ça c'est fait, on va être capable, la saison qui s'en vient, de préciser encore plus les secteurs où on va commencer notre saison, les secteurs à la mi-janvier, les secteurs à la mi-février, les secteurs au mois de mars, et ainsi de suite. Donc, le pêcheur va tranquillement, pas vite, apprendre, comprendre le comportement des poissons, puis surtout le déplacement des poissons, afin de cibler des secteurs précis pour effectuer de meilleures pêches encore. Oui, puis je vois plusieurs lumières s'allumer, il y a plusieurs gens qui se disent, puis moi, je me rappelle dans le temps, là, j'étais un de ceux qui disait « Ah, on m'a rappelé ». Ah, on m'a rappelé, puis je prenais pas de notes. Et puis, j'ai fait ça une couple de saisons. Et puis là, je voyais des amis qui avaient plus de succès. Mais leur secret, c'était ça, hein, c'est de se tenir un bon journal à toutes les fois qu'on a une sortie. Quand on fait de la prospection, c'est un travail qu'on fait pour aller chercher le poisson sur les structures. On cherche les structures, on cherche les déplacements. Donc, très bonne habitude à prendre, c'est justement de prendre des notes comme ça. Oui, exactement. Puis je te dirais, Guy, que souvent, j'ai mes partenaires de pêche, même si je ne vais pas à la pêche avec eux une certaine journée, souvent mes partenaires de pêche m'appellent ou me contactent pour me dire « Hey Félix, tu te souviens-tu, l'an passé ou là 2 ans, on avait fait une super de belle pêche sur tel plan d'eau, à telle espèce de poisson. Tu te souviens-tu quelle date que c'était? » Fait que là, souvent, je vais ressortir mes carnets, puis là, je vais dire « Oui, on était sur ce lac-là, telle date, on a pris tant de poissons à tel endroit, puis c'est ça. » Puis ce qui est bien avec ce procédé-là, c'est que on s'aperçoit que les poissons vont évoluer, vont faire la même migration à peu près pareil de saison en saison. Oui, il y a des petites différences. Si on a un automne chaud, que la glace prend du temps à prendre, la saison, dans le fond, les déplacements vont comme être décalés. La même chose si jamais il fait froid, très froid, que la glace prend plus vite, là, ça va être décalé un petit peu à l'avance. Mais on s'aperçoit d'année en année que les poissons font les mêmes déplacements. Donc, oui, le pêcheur qui va prendre toutes ces notes-là va être capable de suivre son poisson tout le long de la saison. Ça, c'est vraiment des bonnes choses, c'est des bonnes habitudes à prendre, et surtout pour la relève, là, même c'est pour tout le monde. Mais quand vous amenez quelqu'un à la pêche pour les premières fois et qu'il voit ce que vous faites, vous donnez un bon exemple à ces gens-là, à ces jeunes-là, je devrais dire, et puis à partir de là, ça
Tu sais, ça fait juste perfectionner. Parce que c'est un art quand même, la pêche. Là. Oui, c'est un sport, mais de partir et de revenir bredouille à toutes les semaines, on peut se décourager, mais c'est là que ça fait une différence. C'est qu'en prenant des notes, on fait des déplacements, si on y va méthodiquement, ben c'est là qu'on voit la différence entre le pêcheur qui revient bredouille et le pêcheur qui, on peut même le professionnel, hein, on le sait, on peut revenir, mais on met toutes les chances de notre côté au moins. On peut pas dire, mais là, non, on a tout fait nos devoirs, on a tout fait en conséquence. Le poisson était pas là, mais il était pas là, hein. Oui, exactement. Puis on s'entend qu'un poisson, ça a une queue, ça se déplace dans un Exactement. Exactement. Donc, puis souvent, j'entends ce commentaire-là, les gens vont faire une belle pêche à un certain endroit, puis après ça, ils vont retourner, puis ils reprendront pas de poisson à cet endroit-là. C'est justement parce que les poissons ont effectué un déplacement à cause de toutes sortes de raisons, surtout l'eau qui devient de plus en plus froide à mesure que l'hiver avance. Donc, le pêcheur qui prend en note ces déplacements-là va être capable, au fur et à mesure de la saison, d'ajuster ses techniques et cibler des structures différentes au fur et à mesure que la saison avance. Puis comme ça, on va prendre du poisson régulièrement. Exactement. Hey, écoute, Félix, en terminant, si on veut te rejoindre, on peut le faire de quelle façon? Les gens ont qu'à consulter mon site internet qui est le www.guidedepêchefélixgoulet.com. Dans le fond, les gens vont avoir toutes les possibilités de me contacter, que ce soit sur mon cellulaire, que ce soit par courriel, que ce soit avec ma page Facebook. Ils vont avoir toutes les informations si jamais un forfait que j'offre les intéresse. Toutes les informations sont là. Puis les gens n'auront qu'à me contacter ensuite pour qu'on puisse se planifier une belle journée de pêche. Oui, monsieur. Et aussi, ne manquez pas la semaine prochaine, on parle de devon à bavette arrière, communément connu, comme on le dit souvent, les bonnes vieilles jigging Rapala. Oui, exactement, Guy. Hey, bonne semaine, Félix. Bonne semaine. Vous souhaitez le succès lors de votre prochaine excursion de chasse? Monsieur Bouffe innove. Cet automne, procurez-vous les leurres olfactifs et gustatifs Tierbock. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda au 819-797-2564. Bonne journée à vous. Merci d'être sur Simplement Plein Air. Ici Yves C. On passe à une autre entrevue. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir, premièrement, si vous regardez sur le mensuel Sentier Chasse et Pêche, elle est en page frontispice. Je parle de Madame Corinne Gariepi. Bonjour, Corinne. Oui, bonjour, ça va bien? Moi, ça va très, très bien. Mais écoutez, Corinne, je pense que là, on va faire un petit peu un retour parce que vous avez eu la chance ce printemps d'aller faire un petit tour du côté de la pourvoirie Lake Suzy dans un cadre bien précis, là. Parlez-moi de ce qui s'est passé là, ce printemps-là. Oui, bien effectivement, c'était une visite dans le cadre du programme Elle Chasse. Que j'ai mis sur pied il y a maintenant 3 ans. Donc, Elle Chasse, c'est un programme d'initiation à la chasse pour les femmes, par des femmes. OK, donc c'est vraiment spécifique, là. Donc, les filles, vous savez de quoi vous parlez, puis vous comprenez, c'est ça qui est important. Exactement. Le but de tout ça, en fait, c'est de démystifier la chasse aux yeux de femmes, de filles, tu sais, qui auraient des curiosités ou qui auraient de l'intérêt envers la chasse. Okay. Des femmes qui ont jamais récolté de gros gibier. Okay. Certaines peuvent avoir déjà été en forêt, soit pour accompagner ou pour tenter leur chance, mais c'est vraiment là, c'est des filles qui ont pratiquement aucune expérience. Donc, chaque femme est accompagnée d'une autre femmes expérimentées au niveau de la chasse à l'ours. Donc, on passe un groupe de 4 nouvelles initiées et puis qui sont avec 4 mentors. Donc, on part en forêt là, à 8 filles et puis on a bien du fun. Donc, oui, ça a eu lieu dernièrement, en juin dernier, dans la région. Là, c'était près de Clova, là, à la pourvoirie du lac Suzy là, de Serge Daprat. Et si je me souviens bien, vous venez de me dire qu'on était 8, une dizaine de filles. Donc, on peut dire à peu près, de grosso modo, là, une équipe d'une 20aine de personnes. Majoritairement des dames.
En fait, une équipe de 8, donc 4 chasseuses et 4 mentors. Oui, il y aurait de l'intérêt pour beaucoup plus de groupes et il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir puis qui ont de l'intérêt envers tout ça, mais moi je fais ça vraiment bénévolement, je fais ça sur mon temps de congé personnel. C'est plus la passion, c'est plus la passion qui vous fait faire ça. Oui, c'est ça. Ça fait que je manque un petit peu de temps là, pour en faire plus, malheureusement. Mais donc, là, on part un groupe une semaine et puis c'est vraiment complet là, comme activité. Là. On a vraiment des ateliers là, variés. On touche à toutes les sphères de la chasse à l'ours. OK. Donc, ouais, c'est bien intéressant. Mais là, vous venez de me piquer au vif, là, Corinne. Là. Vous dites on touche à tous les aspects de la chasse à l'ours. Premièrement, comment on peut mettre ça dans une expédition? J'ai l'impression que vous aviez nécessairement un temps théorique, si on veut, puis l'autre, c'était le temps pratique. Oui, exactement. Donc, moi, je fais un horaire d'avance. Parce que c'est beaucoup plus simple. Les filles savent, en lisant un peu l'horaire, ils peuvent savoir à quoi s'en tenir. Ça répond à plusieurs questions aussi. Ils se préparent mentalement. Donc, l'horaire, à quoi ça ressemble en gros. En fait, on est là 5 jours sur place. Puis là, c'est vraiment différents ateliers. Donc, on a eu une première rencontre. On a fait venir une conductrice de chien de sang, Nathalie Dallaire, justement de la région de l'Abitibi. Qui est présidente de, si je ne m'abuse, Nathalie Dallaire, qui est présidente de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, région 08 Abitibi-Témiscamingue. Ça se pourrait. Ça serait peut-être à confirmer, là, mais je crois que oui, je sais qu'elle est bien impliquée là, au niveau de la chasse dans sa région. Donc, elle est membre de l'ACCSQ, l'Association de conducteurs de chiens de sang du Québec. Oui. Donc, je trouvais ça intéressant, justement, de faire venir quelqu'un de cette association-là pour montrer, justement, aux futures chasseuses que ce service-là existe. Donc, Nathalie est venue avec ses 2 chiens pour nous montrer, pour nous faire vraiment une démonstration, nous expliquer en gros en quoi consiste la recherche de gros gibier. Donc, c'est pas juste... elle nous a fait une démonstration sur place, mais elle nous explique aussi, elle nous a beaucoup parlé des zones vitales, des types de tirs, comment procéder à une recherche, même des fois sans avoir de chien de sang avec soi. Ça a été vraiment bien apprécié. Elle avait des exemples, des images. On voyait bien les zones vitales. Selon, des fois, la réaction du gibier, on peut interpréter... Oui, c'est ça. La réaction du gibier via le tir, les coupures de poils au sol, la couleur du sang, je pense qu'ils ont fait pas mal le tour. Oui, exactement. Fait que, oui, les filles étaient vraiment concentrées. Je pense que ça a été très apprécié là, comme atelier. Moi, c'était la première fois que j'avais un conducteur sur place. Puis vraiment, là, je suis très, très satisfaite de l'expérience vécue. Ça fait que ça va être reconduit là, dans les années futures avec Elle Chasse. Et puis, donc ça a été un premier atelier. Après ça, on a un autre atelier, c'est du tir à la carabine. Donc, il y avait, je pense qu'il y avait 3 filles sur 4 qui n'avaient jamais tiré d'armes à feu de leur vie. Fait que, on fait ça vraiment en bonne et due forme. On explique toutes les règles de sécurité. Souvent, ça peut être un peu pas épeurant, mais les filles savent pas à quoi s'attendre. Donc, on prend vraiment le temps là, avec elles pour leur montrer comment tirer sans se blesser, pour faire les choses comme il faut. Là. Donc, ça a été un autre atelier. Après ça, concrètement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de discussions et beaucoup de conversations liées à la chasse. Fait que, on va vraiment en forêt après ça pour chasser. Et puis ensuite, on avait une autre partie d'atelier. Ça, c'est étalé évidemment sur les 4-5 jours de chasse. Serge Dapra, le propriétaire de la pourvoirie, nous a expliqué sur un site de chasse qui n'était pas chassé, mais il nous a expliqué sur un site comment il procédait pour trouver justement l'environnement idéal pour faire des appâts pour les ours. Qu'est-ce qu'ils mettaient dans ces appâts? Comment ils positionnent ces miradors, etc. Donc ça aussi, là, c'est vraiment concret pour les filles. Après ça, elles peuvent retourner par elles-mêmes dans les années suivantes ils sont vraiment autonomes. Là. Après ça, ils peuvent refaire ce qu'ils ont appris. Ils sont capables de chasser par elles-mêmes par la suite.
Donc ça a été un autre atelier. Puis une fois qu'il y a des ours qui sont récoltés, ben là, on explique aussi de A à Z qu'est-ce qu'on fait avec ces ours-là. Comment ouvrir l'ours, comment enlever justement toutes les entrailles. Là, on jase de viande, la consommation de la viande, parce que souvent les gens, malheureusement, ont des fois certains dédains de la viande d'ours. Donc là, premièrement, on leur fait goûter de la saucisse d'ours. On a eu une petite dégustation de saucisse un midi. Ça fait qu'on rend ça vraiment concret. Vraiment le fun, c'est vraiment plaisant. Ben écoutez, Corinne, on pourra parler du dénouement de cette aventure-là de Elle chasse ce printemps dans une prochaine entrevue. Entre-temps, ben, je vous dis un gros merci. Et puis, on sait qu'il y a un bel événement qui se prépare pour vous. Donc, je vous remercie beaucoup, Corinne Guerrier. Et puis, du côté des gens qui nous écoutent, restez pas loin parce qu'on va revenir. On se retrouve avec Guy Martin tout de suite après la pause. Cette portion de l'émission vous est présentée par Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Bonjour et bienvenue chez Simplement Plein Air. Comme vous voyez, on est en plein air, pleine face dans le soleil. Ça en est quasiment pas drôle. Hein? C'est vrai, hein? Tout ce qu'on doit je dirais même qu'il fait chaud. Oui, il fait même chaud. Là. Et puis, on est à vraiment un bel endroit. On est à Rouyn-Noranda, au champ de tir de l'association des chasseurs et pêcheurs de Rouyn-Noranda. Et aujourd'hui, il faut le dire comme ça, là, c'est une activité tout à fait spéciale, c'est une activité relève, et c'est pour ça qu'on a le responsable de l'activité, en la personne de Martin Turcotte. Salut Martin. Salut. Et on a aussi le président, Monsieur le Président, on l'a eu, même s'il trouve qu'il fait chaud, Monsieur Jacques Bisson. Bonjour Jacques. Salut. On a aussi Monsieur Guy Martin, tout simplement. Ah oui, c'est vrai. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer avec toi, Martin. Oui. C'est pas la première fois que vous avez votre journée initiation à la chasse. Non, Si tu nous en parlais un petit peu, là. Ça fait 10-11 ans, une dizaine d'années qu'on fait ça, oui. C'est pour avoir une relève, en même temps montrer les règlements là, du champ de tir, puis la chasse en général. Habituellement, vous avez combien de jeunes? Ça s'adresse à qui au juste? C'est de 6 à 12. 6 à 12? Oui, puis... c'est quand même une activité qui rapporte... Puis il y a l'entour de 45 jeunes par session. Ça fait quand même passablement de gens. Ouais. Jacques, comme président, on sait qu'aujourd'hui, c'est Martin qui est le responsable de l'activité. Mais toi, au niveau de la présidence, tu as vu ça aussi aller. Dirais-tu qu'à un moment donné, ça a des répercussions aussi sur votre membership? Si le jeune qui le suivait à 12 ans, passé maintenant, on prend un chiffre de 10 ans, il est rendu à 22 ans. Tu as remarqué si ces gens-là viennent comme membres puis puissent profiter non seulement, exemple, d'un site superbe comme vous avez, un très très beau chantier, on va en parler tout à l'heure, mais aussi que ça apporte du nouveau, du sang plus frais là, dans l'association. On en voit. Oui, j'en ai vu des plus jeunes, là, moi ça fait pas longtemps que je suis à la présidence, mais j'ai vu des jeunes qui sont rendus peut-être ça à 18, 20 ans, puis ils me disent que, ah oui, j'étais allé faire ça, moi, cette petite formation-là, puis j'ai trouvé ça bien le fun. On en voit. Vous en voyez, ouais. Hein? Martin, on sait qu'une activité comme ça, ça ne se prépare pas du jour au lendemain. Non. C'est probablement quelques mois de préparation. Si tu nous mentionnais un petit peu, là, comment ça se prépare une journée comme ça? J'imagine que vous avez quand même des rencontres avant pour pouvoir dire, bon, ben, ça nous prend telle et telle chose, ça nous prend telle et telle chose. Surtout pour la nourriture, surtout parce que nous autres, on donne le dîner aux jeunes. Fait que ça prend pour savoir qui s'occupe de ça. Il y en a un qui s'occupe de l'autobus, ramasser les jeunes à l'aréna, parce que c'est en autobus qu'ils viennent, puis ils retournent en autobus. Oui, parce qu'il faut le dire, hein, le terrain de tir est situé près de l'aéroport. Ouais. Donc une dizaine de kilomètres de Rouen. Oui, c'est 16 km de l'aréna. Ouais. Puis
Et on est commandité par l'autobus, là, en passant, là, pour transporter les gens. Là, les enfants, on a des bons partenaires en ville. Là, Ben, justement, si tu nous en parlais, Jacques, des partenaires, ça se fait pas tout seul. L'association, même si vous en faites beaucoup, ça vous prend des partenaires. Là. Oui. On a Marine Lamy, Pro Nature, les transports autobus scolaires, c'est ça, oui. Transport scolaire. De Rouyn-Noranda, oui. C'est tout à Rouyn-Noranda. On a d'autres au travers de ça, des petits organismes là, qui viennent nous aider à certaines activités. C'est super le fun. On a beaucoup de gens qui viennent nous aider. D'ailleurs, il ne faut pas sursauter si vous entendez un pas ou un bang, parce que oui, ce qu'on entend, c'est effectivement les canons de l'aéroport régional de Rouyn-Noranda qui décollent comme ça. Là. Guy, je sais qu'avant, lorsqu'on s'en je sais que lorsqu'on s'en est, il y avait quelques questions justement que tu te posais par rapport au chantier. Alors, on a le président puis le responsable de l'activité. Les responsables du chantier je suis responsable du chantier en plus. Tu sais, les gars, c'est sûr et certain d'une chose, c'est qu'une question que je me posais, moi, c'est que le chantier, la saison du chantier, OK, on commence, on débute quoi? Au mois de juin, au mois de mai? Début de mai. Puis on termine... Bien, normalement, c'est début novembre. Ah, OK. Mais il y a beaucoup de membres qui ont demandé de rallonger un petit peu parce qu'il y en a beaucoup qui allent au Caribou à cette heure. On va peut-être essayer de l'allonger un petit peu vers le mois de novembre. Ah, OK. Ça va dépendre naturellement de la température. Oui, puis si on a beaucoup de demandes, puis s'il y en a, ça ne sera peut-être pas toute la semaine, ça va peut-être mettre des journées spécifiques, mettons. C'est une bonne idée. Comme, mettons, 3 jours dans la semaine. Puis naturellement, pour accéder au site, il faut être membre de l'association. Oui. Ça, c'est une chose qui est très importante. J'aimerais que vous en parliez. Comment on fait? On rejoint qui? On fait quoi pour devenir membre? Si moi, là, j'écoute simplement plein air aujourd'hui, puis je me dis, hey, wow! Parce que naturellement, on va prendre des images du site. Et puis là, moi, ça m'intéresserait, ça. Bien, comme je disais tantôt, on a nos partenaires qu'on parlait tantôt. Pro Nature, Marine Lamy, Canadian Tire, il me semble qu'ils l'ont aussi. Ford. On peut prendre notre carte de membre. Il y en a là. Il y en a avec les directeurs qui ont des cartes aussi à vendre. Ou si, mettons, vous n'allez pas là, vous pouvez venir directement au chantier. Le gardien, il y a des cartes aussi. On en vend directement ici. Parfait. Et il y a aussi les mandats poste. Ah, ça, toi, tu n'as pas vu ça encore, là, mais ceux qui sont à l'extérieur, ils peuvent envoyer un mandat poste. Okay. On leur envoie une carte. Oui, parce que si vous venez chasser dans la région de Rouyn-Noranda, et puis vous voulez ajuster votre arme après un transport de 8-10 heures, il y a possibilité de le faire. Mais à un prix dérisoire, là, parce que la carte de membre est quoi? 25 $25 là. Donc, ça vous coûte 25 $. Y a-t-il un accès au site en plus? Oui, la carte donne accès au site. Pour rentrer sur le site, il faut que tu sois absolument membre. Après ça, ta carte de membre te donne accès à toutes les activités qu'on a en général. Et on a le tirage du 4 roues, le gros tirage qui est à la soirée du chasseur. Comme cette année, c'est un Kodiak avec les chenilles. Acheter plus de billets, c'est Non, je voulais dire, ça va être le mien, c'est mon tour. Je ne sais pas quelle grosseur, je ne me souviens pas. Là. C'est un gros Kodiak. C'est un gros Kodiak avec les chenilles. Donc, c'est intéressant. C'est comme si tu achèterais un billet de loterie au dépanneur. Ça te donne la chance de gagner 4 roues. En plus de toutes les activités, parce que Dieu sait que vous avez beaucoup de... Tu parlais de la soirée des chasseurs. Soirée du chasseur, l'initiation à la pêche l'été. On va probablement avoir l'initiation à la pêche cet hiver. On est en train de justement organiser ça. Là, on check ça. Avec notre ami Félix? Non, avec Marine Lamy, justement. Ça va être avec Félix. Va être là. OK. C'est avec Marine Lamy pour le gros tournoi à la fête d'hiver de la ville. Oui. On est en train de vérifier pour essayer de faire ça aussi en même temps là. De l'initiation à la chasse. Puis on a le salon aussi. Le salon du camping aussi qui s'en vient l'année prochaine. Fait que, tu sais, si on parle de 25 $, là, pour beaucoup d'activités, naturellement, le salon, il y a un prix dérisoire, là, c'est quoi, 10 $? pour entrer. 10 $ l'entrée, puis on sait, l'année passée, on était là, on était présents les deux dernières années. La carte ne donne pas accès au salon. Non. Non, naturellement, mais c'est un bel endroit où se procurer la carte. Hein? Oui, parce qu'il y a un misto tout le temps, là. On a ça toutes les années, au salon. Oui. Ça. À la fin du salon, on fait le misto. Parce c'est jamais pareil d'une année à l'autre, les cadeaux. Au dernier salon, au printemps, je pense que vous aviez recruté quand même, ou des renouvellements, en tout cas. Là, il y a eu beaucoup de renouvellements aussi. Il y a des nouveaux, puis des anciens membres qui reviennent tout le temps. Ils sont habitués à être leur carte là. C'est ça. C'est ça, on arrive au salon, mais bon, c'est là. Boum.
On renouvelle. J'ai l'impression d'entendre parler de mes façons de faire tout d'un coup. Il ne faut pas leur en vouloir. Ils sont un petit peu comme ça. C'est un peu comme ça. Messieurs, on va terminer cette première entrevue-là là-dessus. On va faire une courte pause et au retour, on va retourner à Guy Martin. On reviendra à cette entrevue avec les gens de l'Association des chasseurs et pêcheurs de Rouyn-Noranda très bientôt après la pause. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Et nous voici de retour en studio, cette fois avec Serge Alexandre de Mergiroux. Et oui, pas de doute, on parle escalade et plus précisément 8e édition du Festi-Rock. Salut Serge. Exactement. Bonjour Guy, ça va bien? Oui, absolument. En feu, comme tu l'as dit. en feu, c'est excitant. Hey. C'est le même qu'on veut ça avec la pluie qu'on a. Ouais. Ça fait du bien d'avoir un peu de chaleur. Oui, écoute, absolument. Oui, aujourd'hui, on va discuter un peu du Festi-Rock. Ça vient de se passer. Ça aurait été le fun d'en parler avant, mais malheureusement, les deux, on était occupés d'un bar et de l'autre. Je reviens de la 8e édition du Festi-Rock qui s'est passé dans le coin de la région de Port-Neuf, à Saint-Alban. A été vraiment une belle édition. Pour une fois, on n'a pratiquement pas eu de pluie dans les journées de grimpe parce que je ne sais pas pourquoi, il y a comme une malédiction sur le Festi-Rock à chaque année. Même il y a des années où ça a été annulé par faute de la pluie parce que nécessairement pour faire de l'escalade, on s'en doute, il faut que ça soit sec le moindrement, de l'escalade de roche du moins. Donc cette année, là, il y a eu des grosses averses juste avant, mais on a été chanceux, donc ça a pu avoir lieu. De mon côté, je donnais une formation. On a discuté des formations dans nos entrevues antérieures. Là. Je donnais une formation d'escalade traditionnelle, une mise à niveau. Ça a été ma première expérience en tant que formateur et en tant que moniteur, puis j'ai vraiment adoré ça. C'est une des activités qui est offerte pendant le Festi-Rock. Le Festi-Rock, c'est là, dans le fond, pour faire découvrir des nouveaux sites, des sites, je te dirais, qui sont peut-être connus pour les gens de la région, mais moins connus pour les gens qui sont en dehors de cette région-là. Puis, cette année, il y avait plusieurs sites qui étaient dans cette même région-là. Il y a les gorges de la rivière Saint-Alban. Même, ça, là, c'est un site vraiment unique au Québec. C'est des strates de calcaire qui sont déversantes. On rentre vraiment en dessous d'un toit où plusieurs scellements ont été aménagés puis installés pour faire habituellement la pratique du dry tooling. Parce que tu sais, c'est quoi le dry tooling? Non, là, tu viens de m'avoir, là. Le dry tooling, là, c'est pour les énergumènes dans mon genre qui veulent se préparer pour la saison de glace. Mais à vrai dire, c'est une discipline en soi, mais c'est vraiment plus, je te dirais, underground, si tu veux, comme discipline. On utilise les piolets, puis on met souvent nos bottes et nos crampons, mais on peut aussi utiliser les souliers, les varapes, comme on appelle, les souliers d'escalade de standard, pour s'entraîner pour la glace. Donc, on va utiliser les piolets pour faire des parties déversantes, puis on va travailler nos mouvements sur la roche. Donc, principalement, ce site-là, Saint-Alban, est dédié à ça. Mais là, cette année, ils ont fait un gym intérieur parce que la première journée, le samedi, quand ça s'est passé en fin de semaine passée, eh bien, il y avait mouillé la veille nécessairement, puis les parois étaient plutôt mouillées où est-ce que c'était supposé se dérouler pour la partie escalade de roche standard qui était au lac Long, un peu au nord, justement, de Saint-Alban, à 20 minutes de route. Un site merveilleux, mais malheureusement, c'était mouillé pour la première journée, mais le lendemain, ça a été parfait. Donc, l'avantage que ça avait, ce site-là de Saint-Alban, les gorges de la rivière Sainte-Anne, c'est que c'est tellement déversant que tout ressèche en dessous des toits. Puis c'est des grosses prises, dans le fond, là, des poignées, là, on appelle ça des jogs, là, puis on monte ça, là, c'est un pur délice grimper ça. J'ai eu la chance de pouvoir goûter à ça le vendredi soir, parce que malheureusement, j'étais occupé tout le restant de la fin de semaine. Puis c'était une clinique, pas une clinique, mais plutôt une activité d'ouverture à la grimpe. Donc, ils ont installé des cordes, puis il y avait des animateurs là à Saint-Alban la première journée pour faire un gym extérieur, à vrai dire. Donc, on était pris en charge de A à Z pour pouvoir justement faire ses premiers pas à l'extérieur, puis essayer de goûter un peu à cette grimpe acrobatique-là qui est la grimpe là, en gros toit déversant à Saint-Alban. Là. C'est vraiment une chose à aller voir, même de ses yeux, parce qu'il y a des beaux sentiers pédestres alentour de la rivière, puis des rapides de la rivière. C'est facile d'accès, c'est sécuritaire, à vrai dire. Sécuritaire, mais faut faire attention, parce que le calcaire, son désavantage, c'est que c'est une roche assez friable, puis assez dynamique au travers des années. Donc, dès que ça gèle ou que ça dégèle ou des grosses pluies, il faut porter une attention particulière aux roches qui peuvent être lousses.
puis au détachement de certaines strates de calcaire. Donc, toujours porter un casque à cet endroit-là. On s'entend quand on parle de partie déversante, on l'a au-dessus de la tête. Oui, non, Donc, c'est ça devient dangereux à ce moment-là. Oui, ça devient dangereux, mais pas nécessairement extrêmement dangereux. Mais il faut juste être conscient du fait que si jamais il y a quelqu'un qui grimpe, on ne se tient pas nécessairement autour, il pourrait tirer une roche qui nous tombe sur la tête. Mais donc, écoute, Serge, tu parles Festi-Rock, là, est-ce qu'il se déroule à des endroits différents chaque année? Souvent, il va y avoir 2 éditions au même endroit. Donc, l'année prochaine, les gens pourraient se tenir au courant. Ça va être sûrement encore dans la région de Port-Neuf, à cet endroit-là, parce que tout est aménagé une année, puis il y a beaucoup de travail qui se fait en arrière de ça. Les gens vont préparer des nouveaux blocs, parce qu'il y avait aussi une activité de bloc, l'escalade sur des gros rochers qui sont pas nécessairement attachés à la paroi. Il y a souvent une compétition de blocs qui va aller avec ça. Il y a des gens qui ont préparé des sentiers pour les nouveaux accès à des nouveaux secteurs sur la paroi du lac Long en soi. Donc, il y a beaucoup de travail, puis c'est comme plate un peu de juste avoir pratiquement une journée de possibilité de grimper s'il y a jamais du mauvais temps. Donc, il y a tout le temps, la majeure partie du temps, il va y avoir 2 éditions. Par exemple, dans les 2 années passées, c'était la forêt Waro, dans la Naudière. Un autre site vraiment, vraiment beau. Donc, il y a des chances, il y a des très fortes chances que ça se reproduise là l'année prochaine. Donc, comme j'ai dit, il y avait aussi des chroniques et des cliniques pas des chroniques, mais bien des cliniques sur le bloc. Donc, les gens qui s'intéressent moins à la hauteur, mais qui s'intéressent un peu plus à la gymnastique de la grimpe, avaient aussi le choix de pouvoir participer à leur façon au Festi-Rock par la compétition de bloc ou par simplement aller faire du bloc. Il y avait des prix à gagner en plus avec ça. Chaque année, le bloc attire beaucoup de monde parce que c'est la discipline qui s'en vient le plus populaire. On s'entend que c'est les gyms de bloc qui rouvrent. C'est moins compliqué. C'est souvent les premiers pas des gens qui vont s'initier. Ils vont faire du bloc. Ça permet aussi de voir comment ils peuvent transposer cette pratique-là qu'ils font à l'intérieur, souvent dans les villes, dans les grands centres, vers la pratique extérieure qui transitionne. Beaucoup plus agréable à mon avis. C'est ça. On a un à Rouyn-Noranda qui va ouvrir incessamment d'ici 2 mois. Oui, c'est fait. C'est une bonne nouvelle, ça. Ça va faire plus d'adeptes. Et peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont se développer aussi alentour de ça après ça. Oui, bien absolument. Puis ensuite, le dimanche... Pardon? Absolument. Oui, exactement. Puis j'allais finir avec le dimanche, qui était une journée exceptionnelle. Il y a eu du vent, on a eu du soleil, donc tous les blocs ont séché, toutes les parois du lac Long ont pu sécher. Et on a fait... il y avait une clinique d'escalade de moulinette pour justement les premières initiations aux gens à la grimpe extérieure, à l'essayer sur le rocher. Je pense qu'il s'est fait installer 15 moulinettes. Écoute, c'est quelque chose de gros quand même. Là, ça veut dire qu'il devait y avoir peut-être 45-50 personnes juste dans ce secteur-là qui grimpaient, en dehors des gens qui avaient leurs propres moyens, qui étaient déjà initiés et déjà pratiquants d'escalade. Au final, il y a eu plus de 200, je pense, grimpeurs qui ont passé au Festi-Rock. Puis chaque soir, le vendredi soir, puis le samedi soir, plus le samedi soir, il y avait des groupes de musique, il y a eu un DJ, la grosse affaire. Écoute, des représentants de compagnie sont là. C'est toujours un événement agréable. Puis je le conseille à tout le monde d'aller y participer au moins une fois. Oui, en plus, vous avez peut-être la chance de me rencontrer. Ben oui. Cette année, j'ai donné une formation, puis je devrais répéter la chose l'année prochaine. J'ai tellement aimé ça. Donc, c'est super agréable. Et en terminant, Serge, est-ce que tu pourrais nous donner tes coordonnées si on veut rentrer en contact avec toi pour avoir plus d'informations sur l'escalade ou tout ce qui se rapproche à l'escalade? On le fait de quelle façon? Certainement, avec Facebook, c'est toujours la façon la plus sûre de me contacter à Serge-Alexandre Demers-Giroux ou encore sur mon blog. Vous allez trouver toutes les informations pour me contacter à dewar.ca, dewar.ca. Donc, j'invite les gens à poser toutes les questions qu'ils veulent. Je vais être très heureux d'y répondre. Oui, absolument. Ben, je te remercie, Serge-Alexandre. Et nous, naturellement, on se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine, mon Guy. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Groovy Yurts. Pour des installations allant de 2,5 à 6 mètres et plus, rejoignez Carmen au 289-241-4475 ou au www.yurt.ca. Et nous sommes de retour, cette fois avec Dame Nature, Véronique Lévesque de la maison Buck Hunter. Bonjour Véronique. Bonjour Guy. Cette semaine, tu veux nous entretenir d'un sujet qui est fort important. C'est les signes à regarder. Qu'est-ce qu'on devrait regarder quand on arrive sur un nouveau territoire à cette période-ci de l'année, là? Et c'est un territoire qu'on connaît pas du tout. On arrive là.
On fait quoi, Véronique? Oui, ben c'est ça. Dans le fond, nous autres, on a trouvé un nouveau territoire de chasse. On sait qu'on est très, très tard, sauf qu'on a eu une opportunité, puis on a décidé d'aller voir. Donc, je trouvais que c'était quand même un bon sujet à parler parce que ça arrive quand même plus souvent qu'on pense, qu'on est pris à dernière minute comme ça, que les terrains où c'est qu'on était supposé de chasser, on peut pas y aller parce que soit qu'on a eu une visite surprise ou que notre site a été complètement détruit, ils ont bûché notre site. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on pense. Donc, nous, c'était pas le cas, mais on s'est fait offrir une place, donc on est allé. Puis, ce qui est important de regarder, moi, je voulais qu'on vienne un petit peu là-dessus, qu'est-ce qui est important de regarder vers la fin de l'été comme ça. Faut regarder, premièrement, est-ce qu'il y a des traces d'automne de l'année d'avant? Tu sais, c'est bien beau que vous trouvez des sites où c'est que vous voyez que l'orignal est là durant l'été, qu'il y a eu beaucoup de broutage d'été, qu'il y a eu beaucoup de couches fraîches et ces choses-là. Sauf que faut penser à une affaire, c'est que l'orignal, il y a 4 saisons durant l'année. Il y a 4 besoins différents pour l'orignal qui vient avec ces saisons-là. Bon, l'été, on sait qu'il faut qu'il y ait beaucoup de nourriture abondamment parce qu'il y a besoin de se nourrir. La femelle, elle a besoin de nourrir ses petits. Le mâle reprend des forces. L'hiver, bon, ben ça va être les couverts, les sapins, trouver des places où c'est que l'orignal peut se cacher en cas de grosses tempêtes. Mais l'automne, c'est important de regarder, est-ce qu'il y a des cassés? Est-ce qu'il y a des places où c'est qu'on voit que l'orignal a cassé des branches? Est-ce qu'on trouve des vieilles souilles aussi? Ça aussi, c'est très important. Oui, effectivement, comme tu le dis, puis c'est des signes à regarder. Ça, on y pense pas, hein. Comme tu le dis, là, l'orignal, 4 saisons, et l'orignal agit différemment à chaque saison. Oui, parce qu'il y a des besoins différents. On comprendra que, tu sais, il est en pleine nature, il est à la merci de la nature. Donc, tout dépendamment des saisons qui vont changer, il va y avoir des besoins différents. Mais l'automne, quand on est à cette saison-ci et qu'on change de territoire, c'est vraiment important que vous regardez. Tu sais, si vous trouvez beaucoup de fumier d'hiver, ben c'est pas l'hiver qu'on chasse. Ah, effectivement. Donc, oui, t'as raison. C'est ça qu'il faut regarder. Faut vraiment y aller avec les signes de la saison où ce qu'on en a besoin. C'est ça. Puis une des façons de le faire, ça serait quoi, là? Tu sais, d'arriver sur le terrain, là, puis on dit comment est-ce qu'on ferait pour différencier un signe d'hiver d'un signe, genre, là, justement, d'automne? Mais les signes d'hiver, vous allez voir, premièrement, vous allez voir du fumier d'hiver. Ça, vous allez en voir beaucoup dans les chemins quand vous allez vous en aller, dans les petits sentiers. Des fois, on prend un petit sentier qu'on a l'impression d'être un sentier d'orignal. On va se mettre à marcher là-dedans, puis on va trouver du fumier d'hiver. Le fumier d'hiver, c'est un peu, c'est des grosses crottes, je vous dirais, rondes. Ça ressemble un peu à du fumier de caribou, mais en beaucoup plus gros, ou de chevreuil, si on veut, mais en beaucoup plus gros. C'est vraiment des grosses glosettes, si on voudrait. Ouais. Ça, c'est vraiment du fumier d'hiver. Ça, on peut vraiment dire que l'orignal est là durant l'hiver. L'été, ça va être plus comme du fumier de vache, si on veut. Là. Tu sais, là, ça va être vraiment comme plus mou. Là. Ça veut vraiment dire qu'ils sont là soit le printemps ou l'été ou le printemps tard. Là, tu sais. C'est vraiment la différence qu'on peut faire avec le fumier. Nous autres, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que où est-ce qu'on a trouvé notre place, c'était un terrain complètement vierge. C'était vraiment une place qui avait jamais encore vraiment été chassée, l'orignal. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que cet orignal-là n'a pas vraiment jamais entendu quelqu'un caler. Puis ça, c'est très important parce que de plus en plus, dans les parcs ou dans des places où c'est beaucoup convoité par les chasseurs, ben l'orignal entend caler de tous les bords. Et souvent, il va voir du monde quand il va arriver sur la pelle de la femelle que lui va penser. Il va voir quelqu'un, il va se faire, le tir va être manqué, l'animal va être blessé. Il peut arriver beaucoup de choses comme ça. Fait que les années d'après, en vieillissant, le mâle, il devient beaucoup plus craintif quand il entend le son d'une femelle. Il va être beaucoup plus discret, il va faire beaucoup plus attention que dans un territoire complètement vierge où, dans le fond, lui, quand il entend caler une femelle, c'est vraiment une femelle orignale. Oui, effectivement. Ça aussi, ça joue beaucoup sur la façon que vous allez travailler aussi votre nouveau terrain. Qu'est-ce qu'il faut regarder aussi? Est-ce que c'est une forêt qui est dense? Est-ce que c'est une forêt de conifères? Est-ce que c'est une forêt de feuillus? Est-ce que c'est sur le top d'une montagne? Souvent, les orignaux, durant l'automne, oui, ils vont se ramasser sur le top des montagnes. Pourquoi? Premièrement, les tops de montagnes feuillus, c'est beaucoup plus frais. Donc, l'accouplement peut se prolonger le matin.
Parce que s'il fait déjà 20 degrés à 6 heures le matin, on s'entend que ils sont beaucoup moins actifs là, que quand il fait moins 2 ou 3 durant la nuit, là, des fois moins 10. Oui, ça bouge, Donc, ça bouge l'état moins. de montagne est à prioriser. Il y a beaucoup moins de mouches aussi pour eux autres, beaucoup plus plaisant. Mais c'est vraiment une place aussi qui aime se réfugier, c'est beaucoup plus tranquille aussi. Hein? Oui. Oui, puis je te dirais aussi que qu'est-ce qui est bon à remarquer, comme tu le dis, là, c'est justement là, les petits ravins où ils peuvent s'abriter du vent et des intempéries et qui utilisent comme couloir pour justement s'en aller, si on a une automne chaude, en élévation. Ils vont monter, puis il faut dire aussi que, écoutez, il fait plus frais sur la montagne qu'il va faire dans la vallée. Donc, c'est des endroits privilégiés pour l'orignal. Là. Oui, puis il faut regarder aussi, est-ce que j'ai des coins d'eau? Oui. Souvent, à cette heure, durant l'arc ou l'arbalète au mois de septembre, il va nous arriver des chaleurs, là, comme il arrive depuis 2-3 ans, là, 20-25 degrés, on en a vu, là. Donc, est-ce que j'ai des points d'eau? Si vous avez des points d'eau, puis qui fait ces grosses températures-là, qu'est-ce qui est plaisant, c'est que vous allez pouvoir, après les heures de calme, mettons le matin, durant la journée, vous allez pouvoir vous diriger vers les points d'eau. Si vous avez un lac, une rivière ou peu importe, vous pouvez passer le reste de la journée là, parce que souvent les orignaux vont aller se baigner. L'orignal, c'est un animal aquatique, faut pas oublier ça. Il adore l'eau. Donc, c'est une belle place à aller durant votre journée s'il fait vraiment chaud, là. Oui. Ah, écoute, Véronique, le temps file tellement rapidement. Si on veut te rejoindre, si on a d'autres questions ou si on veut avoir des informations sur les produits Buck Hunter, on le ferait de quelle façon? Bien, vous pouvez venir nous voir sur notre page Facebook Buck Hunter. Tu vois, ce matin, il y a un monsieur qui m'avait envoyé un message. Il cherchait justement le code rouge orignal. Il était en visite chez des amis par ici, puis il retournait au Nouveau-Brunswick, puis il n'en avait pas trouvé dans les magasins. Donc, il m'a demandé si je pouvais l'aider. J'ai pris la liste des magasins, j'ai appelé les magasins. Le monsieur voulait avoir 12 codes rouges. Donc, j'ai appelé un magasin, je lui ai demandé s'il y en avait. Il m'a dit oui, je les ai fait mettre de côté, puis le monsieur est allé les chercher. Donc, tout le monde était très content. Fait que, tu sais, notre page Facebook, on est quand même très actif là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, ou vous cherchez justement un point de vente dans votre secteur qui en a pas, ben n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Ou vous avez la page, notre site web qui est www.buck-hunter.ca. Là-dessus, vous avez tout le catalogue en PDF. Vous avez aussi l'onglet Points de vente et vous avez aussi notre équipe de pro-staff et collaborateurs. Oui, voilà, c'était Mme Véronique Lévesque de la maison Buck Hunter. Bonne semaine, Véronique. J'aime regarder les gens réussir, peu importe leur passion. Si vous chassez, j'espère que vous prenez l'animal que vous aimez avec ce que vous aimez chasser. Qu'il s'agisse d'un arc, d'un fusil ou d'une carabine. Si vous pêchez, j'espère que vous attrapez le plus gros poisson sur la rivière avec une mouche ou avec un verre. Peu importe votre activité plein air, c'est formidable de voir les gens réussir. Ça me rend heureux. C'est pourquoi nous travaillons si fort chez Simplement Plein Air. Simplement Plein Air, c'est pour les amants de plein air. Voilà, c'est là-dessus qu'on se laisse pour cette semaine. Comme le dit si bien le vieil adage, vous avez aimé cette édition de Simplement Plein Air? Eh bien, dites-le à d'autres, qu'ils le disent à d'autres et qu'ils le disent à d'autres. Rappelez-vous qu'il est toujours possible de venir nous rejoindre sur notre site www.simplementpleinair-simplyoutdoors.ca ou consulter notre page Facebook @Simplement Plein Air. Bonne semaine et à la semaine prochaine!